Donc, là, ça enregistre déjà. On est déjà en train d'enregistrer là. Ok. Donc voilà, écoute, je suis super content aujourd'hui de recevoir mon ami Thibaut Piron. Merci d'être venu jusqu'ici, Thibaut. Écoute, ça fait plaisir, merci de m'avoir invité. Comment tu te sens? Bah, écoute, plutôt bien, je suis content d'être là. Je vois le taf que tu as fait, c'est super bien, Ouais. c'est cool. Toi qui es aussi dans... pour la petite histoire, bien sûr, toi et moi, on se connaît, on bosse ensemble, mais les gens qui vont nous regarder ne savent pas exactement ça. Toi, on va en parler dans le podcast aussi, mais toi, tu es dans tout ce qui est aussi multimédia. Moi, ça fait quelques temps que j'essaie de me lancer dans tout ce qui est podcast. Et je t'ai posé beaucoup de questions par rapport à comment procéder, par rapport au matériel et tout ça. Maintenant que tu es là, tu es venu ici, je voulais que tu sois là présent aussi, qu'on fasse une émission avec toi. Comment tu trouves le petit setup que j'ai ici? Mais vraiment top, tu as tout ce qu'il faut, je suis à l'aise, je suis bien mis, je m'entends bien, Ouais, je vois les caméras, elles sont top. ouais. Je vois que tu t'es fait aussi un petit desk pour monter le son, pour monter les images. C'est top, c'est Ouais. un beau petit endroit, je pense que tu as bien fait ça. Bah écoute, merci mon frérot. Parle-nous d'abord de toi. Thibaut, moi je te connais bien évidemment. Dis-nous, Thibaut, c'est qui Thibaut? Thibaut, c'est un mec d'aujourd'hui 37 ans. Ouais, Voilà. Qui travaille dans l'informatique, mais qui travaille aussi dans la musique, qui a énormément de passion liée à la musique, que ce soit le son, que ce soit jouer d'un instrument. Je suis bassiste, ouais, je touche un peu de guitare. Euh, à côté de ça, j'aime bien entreprendre, donc j'aime bien voir si des idées peuvent aboutir à un business peut-être, ouais, voir ce qu'il y a à en tirer ou pas. À côté de ça, je pense, comme beaucoup de monde, j'aime voyager. Voilà. ouais. Tu viens de quelle région, toi de... Moi, je viens du Brabant wallon, à la frontière avec Halle et Lembeek. Donc, je suis originaire de Tubize. Ouais. Euh, C'est là que et t'es né à Tubize? je suis né à Braine-l'Alleud, dans Ouais, le Brabant wallon, mais donc j'ai grandi à Tubize. ouais. Jusqu'à mes 23-24 ans, j'étais à Tubize. Ah bon? Je pensais que t'as pas été à l'UNIF à Bruxelles Non, j'ai fait l'UNIF, donc j'ai d'abord été pour mon parcours scolaire à Tubize jusqu'à mes 15 ans. Et autour de mes 15 ans, j'étais plus à l'aise à Tubize en soi, donc toujours les mêmes gens que je croisais. Ouais, L'école, ça allait pas trop, alors que j'étais un très bon élève, je commençais un peu à décrocher, pas trop intéressé par ce qui se passait. Et ma mère a eu une bonne idée de me faire faire des trucs d'orientation, parce qu'elle ouais, savait que j'avais du potentiel. Bon, moi j'étais assez à l'aise avec ça aussi, mais faisais plus trop d'efforts, quoi. ouais. Et donc là, je suis parti vers Soigny, faire de l'informatique en technique transition à Saint-Vincent, Oui, au collège, là où j'ai fait 2 ans d'informatique. Donc c'était une section générale orientée informatique, avec beaucoup de maths, avec la programmation. J'ai commencé à 15-16 ans. Et puis, je suis passé à l'UNIF à Mons. oui, attends. Donc, petit rollback d'abord. Donc, tu dis qu'à un moment donné, tu étais assez bon à l'école. Et puis, à un moment donné, allez, tu conseilles peut-être à diverger ou aller un peu dans... Là, on en est où à cette époque-là? T'es en secondaire? T'es en Ouais, je suis primaire en ou secondaire. Donc en secondaire, en primaire, j'ai excellé, on va dire, en primaire. J'étais dans les très 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 bons élèves. Oui, Puis début de secondaire toujours. Puis à un moment donné, vers, je sais pas, ça doit être la crise d'adolescence ou quelque chose comme ça, ouais, remise en question, pourquoi je vais en cours, ouais. ça m'intéresse pas ce qu'on raconte. Et donc là, on est plutôt vers mes 15 ans. 15 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour que c'est juste un truc personnel que tu vis ou bien c'est l'influence des gens avec qui tu traînes Non, j'étais plutôt avec des gens assez studieux en vrai. C'était plutôt un mélange de trucs qui arrivaient dans ma vie. J'imagine la musique, je commençais à faire de la musique en groupe, ça me Oui, passionnait. oui. Donc là, j'ai découvert la passion. Je faisais beaucoup de sport aussi avant. Je Mhm. fais pas mal de compétitions sportives, donc j'ai été très bon en sport pendant des années. Puis après, bon, voilà, la musique est arrivée et les filles sûrement aussi. Ouais, Où tu commences à certainement. donner, tu sais, ton énergie, elle se disperse. Ouais, Il n'y a ouais, plus que l'école à un moment donné et la famille. Il y a l'école, la famille, les amis, la musique, oui. les filles. euh, Ah voilà. ouais. Et donc, tu te déconcentres un peu, quoi. Et à ce moment-là, ta maman, elle vient à la rescousse. Ouais, elle a Elle capté, constate quelque ouais, chose. elle a capté que je décroche, que je suis. C'est pas normal. Je reviens avec de plus en plus des moins bonnes notes, on va dire. Je range plus mes cours, c'est le bordel.
Elle voit que ça commence à être le chaos. Et je veux dire, physiquement, dans ma chambre, elle voit Oui. bien que mes cours, ils traînent, que les feuilles sont pas dans les fardes. Et elle voit que les cotes sont en déclin. Donc, elle intervient assez rapidement. Ouais. Et là, elle t'oriente vers quelque chose. Là, c'est là que tu pars à soigner, tu dis. Ouais, donc là, pour les jeunes, d'ailleurs, maintenant, je pense que ça existe toujours, c'est le CIEP, qui est en fait un endroit où tu peux aller faire un test d'orientation, Mhm. voir un peu, je pense que ça te fait un petit test style QI, et ensuite ça te pose des questions, c'est un mélange de trucs psychologiques, questions psychologiques, pour savoir vers quoi tu peux t'orienter, en fait, en termes de carrière et donc d'études. Oui, Et là, j'ai découvert que, bon, enfin, c'était intéressant, mais je savais que je suis assez sûr de moi depuis assez jeune, donc je savais que j'avais du potentiel, mais est-ce que je voulais vraiment dépenser de l'énergie là-dedans? Et donc là, ce test m'a montré que j'avais comme potentiel aller vers des études quand même d'ingénieur oui, ou d'architecte ou de la médecine ou de l'informatique. oui, Et l'informatique, ça a fait sens pour moi parce que depuis tout petit, je baigne dedans. Je suis un peu le geek de la famille, tu vois. Donc oui. moi, à 5 6 ans, je suis déjà devant un PC à le casser, à le redémarrer, à le réinstaller, à le reconfigurer. Et je deviens le geek de la famille avant mes 13 ans. Déjà, je suis celui qui gère le mieux devant un ordinateur à l'époque, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et donc là, tu es en fait en parallèle entre tes études. Et là, tu me dis que tu découvres aussi la passion pour la musique. Correct, ouais. Et t'arrives à te concentrer sur les deux parce que je sais que tu es très engagé dans la musique. Tu arrives déjà à ce moment-là, à 15 ans, à savoir faire la part des choses entre ce qui est important au niveau des études et de la musique, parce que la musique, ça reste passionnel, mais voilà. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font encore de la musique, et surtout pas en Belgique. Bah ouais, effectivement, de ce côté-là, j'ai la musique qui m'appelle. Je passe des moments de dingue avec les potes. Mhm, Je vois qu'en fait, si tu veux, pour un peu faire aussi un rétro-pédalage sur la musique, moi, je suis dans ma famille, il y a beaucoup de musiciens. Donc, à 6 ans, je pense que je commence le solfège. À mhm. 7 8 ans, je commence la guitare. Et puis, bon, ben, je fais beaucoup de sport à l'époque en même temps. J'étais hyper actif. Donc, je faisais 2 sports. Je faisais le solfège, je faisais le truc, machin. Ouais, ouais, J'étais un peu déjà dispersé plus jeune. Et puis, je décroche de la musique. Je pense vers mes 11 ans. J'y touche plus. Alors que ma famille continue à faire de la musique autour de moi. Je continue à aller à des concerts. On continue à me nourrir avec du rock et des trucs comme ça à fond. Et vers mes 13 14 ans, je pense, c'est là que je rencontre des potes qui veulent démarrer un groupe oui. à l'école, en fait, hein, vraiment le classique de on va commencer dans un garage. Et j'ai 2 potes qui veulent faire de la guitare, j'en ai un qui fait du piano. Et bon, ben, la guitare est déjà prise. Et là, ils me disent, ouais, mais de toute façon, tu sais jouer de la guitare, vas-y, donc prends une basse et viens jouer de la basse avec nous, quoi. Là, tu savais déjà faire de la basse ou bien J'avais tu... jamais touché une basse, Ok, mais j'avais des bonnes bases à la guitare. oui. Et donc, on peut le dire comme ça, souvent, la basse, Mm. le bassiste souvent du groupe, c'est le moins bon des guitaristes, tu vois, globalement. C'est celui qui a pas réussi sa carrière en tant que guitariste, il passe à la Ok. basse. Mais moi, ça a matché direct. Je me suis retrouvé dans des bonnes bases, dans des bons grooves, dans des trucs qui m'ont fait kiffer, Ouais. en fait. Et donc là, je renoue avec la musique grâce à ces potes-là, à cette opportunité-là. Et ouais, effectivement, là, je deep dive dedans à fond. Donc, je travaille énormément de la musique, 2 heures par jour en rentrant de l'école. Ok. On se met des challenges entre nous pour, ah ouais, tiens, on se revoit dimanche prochain. Et dimanche, il faudrait qu'on ait appris un nouveau morceau. Et donc, je bosse, je bosse, je bosse. Et chaque semaine, on bosse, on bosse, on bosse. Et là, on se rend compte que ça commence à ressembler à quelque chose. Et donc, ouais, c'est un équilibre. Donc, moi, quand je rentrais de l'école, c'était mes devoirs, ce Mhm, qu'il y avait à étudier. mhm. J'avais de la chance de nouveau, je dis, j'apprenais très vite et donc je ne devais pas mettre énormément d'énergie dans l'école. Ouais. Et boum, je zappais sur la musique et je bossais de la basse dans ma chambre non-stop, quoi. Et toi, est-ce que quand avec tes potes à 15 ans ou bien à 14-15 ans, vous vous retrouvez, vous découvrez la passion pour la musique, est-ce que pour vous, vous savez déjà vers quoi vous allez aller? Parce que, bon, allez, tu joues de la basse, tes potes, ils jouent aussi autre chose, de la batterie et tout ça. Toi, tu fais du métal.
Hein. Non, non, Tu fais pas du métal. maintenant je fais du métal en effet, donc ça a dérivé vers ça. Mais à l'époque, je veux dire, on se fait découvrir des groupes. On a tous des groupes qu'on connaît en commun, on va Ok. dire. Je vais te sortir des classiques comme Queen, par Oui, exemple, oui, oui. comme Guns N' Roses, mais bien que Mhm. c'est déjà un peu plus rock orienté, rock daddy, tu vois. Oui. C'est de l'influence de nos parents finalement et ouais, nos oncles, de nos cousins ou autres. Les classiques du rock, hein, les Dire Straits, bon, on va revenir après, on va commencer à quand même tu vas mettre du Metallica dans la boucle, et donc on va Mhm. commencer à prendre un peu tous ces morceaux. Il y a Muse qui est fort à la mode à ce moment-là, Oui, les Red Hot, oui. et Chili moi, Peppers, c'est ça? Red Hot Chili Peppers, là Ouais. où moi, par exemple, en tant que bassiste, tu écoutes du Red Hot Chili Peppers, t'as un groove qui est incroyable là-dedans, Oui. et donc ok, moi je deep dive là-dedans à la base, mes potes, c'est ok, ils vont aller faire du Guns et des solos et des trucs comme ça, Oui. parce que le challenge il est là et t'as envie de briller comme ton idole, on va dire à ce moment-là. Et moi je vois des bassistes super groove, et donc là moi je plonge à fond, je laisse de côté la guitare que j'ai travaillé pendant des années, et je deep dive à 100% dans la basse. Et aujourd'hui, moi la basse, Tu maîtrises. c'est un kiff. Maîtrise, voilà, j'ai le niveau que j'ai qui me Ouais. permet de jouer dans les groupes dans lesquels je suis. Mais c'est surtout le fait que je kiffe ça, quoi. Et là, tu me dis, c'est que tu as 17 ans, tu arrives en fin de secondaire. Du côté de l'école, tu dis que voilà, tu arrives à gérer. Tu es quelqu'un qui apprend assez, qui maîtrise au niveau des études. Mais tu as une passion qui est en train de. Voilà, ça devient de plus en plus réel. Le côté de la musique, tu as des gens qui disent voilà, Thibaut, tu joues bien de la basse et tout ça. Ton groupe, il déchire et tout ça. Comme tu dis, ça te monte dans la tête. Ouais. Mais tu arrives à un moment où justement tu dois choisir, ok, je dois faire l'UNIF, tu finis secondaire, 17 ans, c'est l'heure, allez, 17-18, c'est l'âge où on finit le secondaire normalement. Ouais. Tu dis, je dois aller à l'UNIF, ou bien est-ce que je me donne dans ce truc-là. Mais là, toi, tu décides, voilà, je mets une priorité sur l'UNIF et la musique, voilà, c'est une Je fais le passion. plus possible Ouais, pour la musique en parallèle. ouais, Euh, mais il faut absolument que oui, j'aurais pu me dire, ok, c'est quoi, plutôt qu'aller à l'UNIF, je vais aller au conservatoire. oui, Je vais approfondir les connaissances musicales oui. qui, moi, aujourd'hui, voilà, j'ai été autodidacte après un certain temps. Bon, j'ai une des bases à l'académie, Mhm, mais j'aurais pu m'orienter effectivement je dirais vers du conservatoire ou des trucs comme ça, et pour apprendre encore plus de la musique et être un meilleur musicien. oui, Et donc là, j'ai quand même laissé un peu tomber ce côté-là, tout en continuant de manière autodidacte sur le côté le plus possible à faire de la musique. mhm. Et d'ailleurs, même, voilà, on parlait du décrochage, mais à l'UNIF, ouais, à un moment donné, j'avais 3 groupes de musique en même temps. Ok. C'était les belles années pour moi. C'était l'UNIF, j'étais libre. Je pense que c'est les belles années pour tout le monde, hein. Voilà, j'avais pas une thune, mais Mais voilà, tu avais plein de potes et plein de trucs à faire. Et voilà. voilà, et j'étais libre. Ma mère me faisait plus ou moins confiance là-dessus. Je veux dire, même elle me faisait confiance, même si j'ai galéré à l'UNIF du coup. Ah ouais. Mais effectivement, c'était compliqué de concilier les deux. Mais justement, c'est ça qui m'intéresse parce que toi, tu dis que tu arrives justement à faire le choix de mettre une priorité sur tes études, mais en gardant quand même la musique, en faisant du mieux que tu peux. Ouais. Ça marche pour toi au niveau des études? Non. Non. Non, mais moi je suis quelqu'un, je dis oui à tout, tout le temps. Enfin, moi je suis super chaud de faire des expériences, de rencontrer des gens. Je suis pas mal à l'aise avec des gens Ouais, qui m'appellent, viens, on va tester un truc. Ok, on se connaît pas, mais tu sais quoi, tu me proposes un truc, ça a l'air intéressant, je vais venir, tu vois, je vais risquer, tu vois. ouais. Et donc du coup, je me retrouve dans 3 groupes. J'ai des répètes tous les soirs de la semaine presque. Pendant que t'es Pendant que je suis à l'UNIF, à ouais. l'UNIF. D'abord, tu vas à l'UNIF à Bruxelles, À Mons, donc à à Mons, Mons. c'était l'UMH à l'époque, l'université de Mons-Hainaut, et puis c'est devenu l'UMons. Oui. Et j'ai donc fait mes études à l'UMons. Et donc là, tu prends la filière informatique, je suppose. Sciences informatiques, Sciences ouais. informatiques. Et donc, tu es en sciences informatiques, des études, allez, c'est pas simple, hein, je dirais. Non, ça c'est balèze à la Ouais. base. Et tu as 3 groupes de musique en parallèle Ouais, Et du ouais. coup, Et les soirées, et les les potes, et soirées, les trucs, ouais. ouais. Ouais, Les donc, TD, t'étais dans des groupes, tu faisais des TD ou ben non, ça par exemple, je pouvais pas. J'avais pas, à un moment donné, ton emploi du temps, vu que je ouais, faisais tout en même temps, je voulais absolument briller partout dans ce que je faisais. ouais, Je pouvais plus. Donc ça, je pouvais plus rajouter d'autres choses, quoi. ok, Et puis j'étais plutôt un geek aussi quand j'entrais à la maison, je jouais à des jeux vidéo et tout, enfin je ouais, dormais plus. ouais. Voilà. Et donc, les 3 premières années de bachelier, tu les réussis difficilement ou bien c'est au Très, début? très difficilement. Très difficilement, je pense que j'ai
quand j'arrive à l'UNIF, les premiers jours, tu sais, on te fait une petite introduction et tout, on t'explique. Ouais, Et là, j'ai une prof qui nous explique, écoutez les gars, mais c'est le classique, là, regardez à votre gauche, regardez à votre droite. ouais, ouais, tout le monde Il a y ça. en a qu'un de vous trois qui sortira d'ici. C'est Ouais, très compliqué. Voilà, c'est 5 ans d'UNIF, c'est 5 ans de sacrifice. Tu vois. On te ouais. l'explique en rentrant. Va falloir, si tu as 30 heures de cours, tu as au moins 30 heures d'études chez toi pour pouvoir Mhm. maîtriser le cours. Ouais, Tu as des travaux pratiques, tu as des projets, tu as des machins. On t'explique, mon gars, tu vas bosser pendant 5 ans, quoi. Sinon, tu vas galérer, quoi. Et donc, et je me souviens avoir rigolé de ça à l'époque, mais je me suis tourné vers mon gars à gauche, à droite. Je leur dis, ouais. écoutez, 5 ans d'UNIF, c'est 5 ans de sacrifice, mais si je le fais en 7-8, je vais pouvoir un petit peu, tu vois, un peu Chill. Ouais, chill, un peu plus ouais, chill, tu c'est vois. vrai, c'est vrai. Et donc, ben voilà, ça a pas loupé. J'ai raté ma première. Ok, J'ai dû recommencer je pense que ouais, je rate ma première, mais pas de beaucoup. Je pense qu'il y a 3-4 cours que je rate. ouais. Et donc, on m'autorise à de commencer à suivre les cours de deuxième, mais je Mhm. dois continuer à réussir les cours de première que j'ai pas encore repassé. Ouais. Puis donc, j'arrive en deuxième. Là, je reprends. Je me ressaisis, tu vois. Mhm. Je vais de deuxième à troisième. Et donc, j'ai quand même fait, allez, on va dire, j'ai fait deux premières, une deuxième. Puis j'arrive en troisième. Mais vu que je fais tout qu'à moitié, que Ouais, je fais juste pour réussir, pour avancer, je commence mes bases sont pas très bonnes, si tu veux. Et quand ouais. j'arrive en troisième, j'ai des cours qui mélangent tous les concepts que tu as eu en première et en deuxième. Sauf que vu qu'à chaque fois j'ai réussi juste ce qu'il faut avec un 10, 12 sur 20, Ouais, voilà, ouais, sans maîtriser à fond. Parce que ben, quand je rentrais, je faisais de la musique. Quand je rentrais, ouais, j'allais boire des coups avec les potes. ouais. Et quand il fallait, j'étudiais, tu vois, mais j'étudiais juste pour réussir. J'arrive en troisième, c'est la galère. T'as du mal. Ah ouais, c'est la galère. La troisième, je l'ai fait 3 fois. Ok. Ouais, Mais c'est l'histoire de beaucoup de gens, hein. j'ai galéré. Moi, l'université, elle voulait plus de moi, tu vois. Ah, t'avais été, comment on appelle ça encore? T'étais en Donc en fait, j'étais plus finançable. financiable, c'est Ouais, finançable, c'est ça? j'étais plus finançable. Donc l'État ne donnait plus d'argent à l'UNIF pour moi, pour mon Ouais, inscription. Donc c'était à l'UNIF de financer mes études. ouais, Et quand tu as un gars qui a déjà raté 2 années, qui rate pour la troisième fois sa troisième, voilà, les gens, ils ont un peu moins confiance en toi, quoi. ouais. Mais toi, tu dis qu'en secondaire, t'étais quelqu'un de, voilà, tu maîtrisais, t'as toujours, allez, c'est facile pour toi un peu de, tu vois, Ouais. d'étudier, d'appréhender les trucs. Quand tu arrives en troisième, que tu rates une fois, deuxième fois, une troisième fois, qu'est-ce que ça te fait, toi, en termes de, par rapport à toi-même, par rapport à ta confiance en toi? Ou bien est-ce que tu te dis que je rate, c'est parce que je me donne pas assez, mais est-ce que tu te remets vraiment en cause à un certain moment? Non, clairement, tu te sens pas dingue, hein. Ouais, Tu vois, moi, à un moment donné, en troisième, j'ai des gars avec qui j'étais en première qui commençaient à me donner cours, tu vois. Donc, ouais, tu vois, ça te remet clairement en question. Mais les gars, après, bon, voilà, ils sont déterminés pour les études, ils ont sacrifié. Comme on en ouais, parlait, le sacrifice, tu ouais, dois, tu dois te dédier, tu vois. Et donc, je sais pourquoi j'en suis là. Je comprends que, ben voilà, moi, j'ai pas fait comme eux. Je me suis un peu laissé aller. Voilà, la musique est là, les copains sont là, les ouais. distractions sont là. Et donc, je m'en veux un peu à ce moment-là. Et je me dis, OK, il faut que je me ressaisisse. Donc, je vais bosser. Et je bosse, je bosse. Je remets pas en doute mes capacités, Ouais. mais je sais pourquoi j'en suis là. Tu vois. Quand tu es conscient de, Ouais, je que me dis, c'est ben, un peu. j'ai pas assez bossé, tu vois. Ouais, c'est ta propre Je- négligence qui t'a. Clairement, ouais. Est-ce qu'il y a un moment donné, un moment précis où tu te rends compte de ça? Qu'il faut que tu te remettes en cause? Ou bien Ouais, c'est venu? mais déjà en arrivant en troisième et ma première troisième, je me rends compte qu'il y a des cours, je capte plus rien, tu vois. Ouais. Mes bases sont pas bonnes et je me dis, ah merde, t'as déconné, comment tu vas faire pour sortir d'ici? Ouais. Tu viens d'investir 2, 3 années, 4 années et il y a moyen que tu y arrives jamais, que tu n'arrives pas à finir, quoi. Ouais. Et donc tu penses à abandonner, tu penses à te réorienter, mais tu pourras pas faire valoir tes 2, 3 premières années vu que Ouais. t'as pas de diplôme à la fin, tu auras fait. Exactement. Et je dis, bref, faut que je m'accroche, je vais voir les profs, je leur dis, écoutez, voilà, j'en suis là. Ouais. Je sais que j'ai des lacunes, je sais que j'ai déconné, mais moi, je veux y arriver. Comment est-ce que je peux faire, tu vois? Et donc là, les profs me disent, ok, mais de toute façon, c'est vrai que quand je fais ma troisième, ils acceptent de me faire confiance, de me dire, ok, mais alors on veut te voir, Mhm. on veut que tu viennes poser des questions, on veut que tu t'asseyes à côté des mathématiciens, des physiciens, là où tu as des lacunes. Il faut que tu ailles leur poser des questions. Même si tu as déjà fait les cours il y a des années, il faut que tu refasses les Mhm. cours. Faut que tu combles les lacunes que tu as accumulées, quoi. Donc, quand tu as décidé de remettre ça pour réussir, voilà, je dois réussir, sortir d'ici avec un diplôme au minimum, tu dis,
tu arrêtes certaines choses, tu te donnes une discipline et là, ça allait beaucoup mieux. Mais bon, en tout cas, t'es arrivé. Ouais, voilà, non pas sans difficulté à cause du fait que j'avais vraiment négligé trop d'années, mais effectivement, là, et là, donc je commence le master, je me relance, Ouais. et par contre, je choisis, je vais voir les profs, et je leur dis, bon, écoutez, moi, c'était galère, là, maintenant, j'ai encore 2 ans de master à faire, Mhm. je vois les titres des trucs et tout, j'en peux plus, en vrai, tu vois. Ouais. Et je dis, voilà, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Et là, ils m'orientent de nouveau, conseil, ils me disent, bah, écoute, on donne les mêmes cours en cours du soir. Ok. Moi, ça faisait déjà quelques années que je travaillais en tant qu'étudiant. Moi, je travaillais en tant qu'étudiant pour me faire mes petits sous depuis que j'ai 15 ans. Tu vois. Mhm. Donc, et là, ils me disent, bah, écoute, voilà, s'il y a moyen que tu trouves un taf, tu peux faire ça en cours du soir. Et on va dire, c'est la petite porte, parce qu'en fait, tout va aller un peu plus vite en cours du soir. T'as des fois des gars, je vais être avec des gars qui font des passerelles entre un bachelier de haute école Mhm. et un master, ou des gars Mhm. qui essayent de faire valoir 10 ans d'expérience en IT, par exemple, Oui. et les transformer en master. Et donc, me retrouver avec des gens qui n'ont pas les mêmes 3 années que je viens de passer, enfin, le bachelier que j'ai. Et donc, moi, j'arrive avec un bachelier très, très solide en cours du soir pour l'UNIF. Et du coup, je me trouve à des trucs que j'ai déjà fait ou que j'ai déjà compris ou c'est juste un peu la suite. Et donc, moi, je galère pas du tout, du coup. Ouais. Et ils m'orientent vers ça, les profs le savent. Mm. Et ils me disent, bah, toi, tu dois aller là-bas, tu finiras avec le même master que tout le monde sur papier, sans la galère des 2 ans à faire en cours du jour normal, quoi. Est-ce que pour toi, c'était, avec le recul, tu te dis que... Parce que moi, je me rappelle quand j'étais en UNIF, moi j'ai fait un master en 2 ans. Après avoir fini le master, je me suis toujours dit que j'aurais dû faire en un an. Parce que je vois pas l'intérêt de faire ça en 2 ans. Il y a beaucoup de cours, mais dans les faits, en vérité, il y a beaucoup... Je connais des gens qui ont fait ça en un an aussi, et voilà, c'est pareil, tu vois. À la fin, tu as le même papier, ouais. Dans le même papier, et puis dans le monde, dans le monde du travail, tu vois. Donc est-ce que toi, avec le recul, tu dis que c'était un bon choix? Pas seulement de le faire en un an, mais surtout aussi de le faire en cours du soir, et peut-être que le niveau aussi, il est peut-être plus la même, tu es peut-être plus le même. Oui, moi, pour moi, c'était le bon choix. Oui. Parce que voilà, j'avais raté quelques années, j'étais commencé à être plus vieux, voilà, tous mes potes ils taffent, Ouais. tous Tu mes voulais potes aller, ouais. ils ont de l'argent. Moi, des fois, le 15 du mois, je veux me déplacer avec la voiture de mes parents, mais c'est moi qui dois mettre l'essence. J'ai Mhm. pas d'argent sur ma carte pour mettre l'essence. Voilà, je commence à être en décalage par rapport à tous mes potes, tu vois, parce Mhm. qu'eux, ils ont de l'argent qui rentre. Donc, il était temps pour moi de passer à la vie active, et je pense que c'est vraiment ça Ouais. qui m'a décalé, c'est commencer à taffer. Du coup, tu vois tu mets en pratique dans le monde, dans l'industrie, on va dire, plutôt que dans un monde académique. Donc le Mhm. monde académique était plus fait pour moi. Euh, j'ai manqué de rigueur, comme je disais, pendant tout. Donc la pratique voilà, me remet en face de, ok, l'informatique, c'est ça, Mhm. dans le monde de l'industrie, on va dire. Mhm. Et l'argent arrive, et le mec qui me prend sous son aile là, dans cette boîte, il croit en moi. Il me dit, mais regarde, je vais t'apprendre ça, je t'apprends ça, regarde, dis ça, fais ça, fais ça, fais ça, motive-toi. Oui. Et donc, derrière, je me dis, ok, bah, il va falloir... Je pourrais abandonner là, hein, je taffe, c'est bon. Oui. Mais non, en fait, tout me remotive là, à ce moment-là. Ouais. Tu vois. Ouais. Et c'était comment alors l'expérience quand tu commences à travailler pour toi? Tu commences à travailler dans quoi exactement? Tu fais quoi exactement? Donc, je rentre dans une boîte qui veut vendre du service informatique, donc qui vend de la consultance, qui donne des formations et qui héberge des serveurs et des applications pour des petites boîtes. Donc j'arrive dans une boîte qui est une start-up en fait, qui, Mhm. qui veut grandir et qui mise sur des gars comme moi pour le faire. Et donc toi, de ce que je comprends, toi dès le départ, en tout cas, c'est assez impressionnant, c'est que toi dès le départ, même quand tu commences l'UNIF et tout ça, tu savais que fondamentalement, bien sûr, on étudie tous pour faire avoir un boulot et tout ça, mais toi tu savais fondamentalement que tu voulais faire quelque chose qui te rapporte de l'argent. Ouais, honnêtement, ouais, je vais pas le dire autrement. Quand je me souviens, je sors à 16 ans, je t'expliquais le CIEP, le test d'orientation. Oui. On me met ingénieur civil, architecte et tout, et on me met une grille de salaire à côté. Ah ouais, Ouais. On me dit, si c'est l'argent qui t'intéresse, voilà. regarde les salaires de ces trucs-là. Et là, je demande, je dis, en fait, je sais que j'ai des capacités,
Je sais que je peux étudier, je peux faire des maths. Les gens n'aiment pas les maths. Moi, ça ne me dérange pas. Je les comprends, ça va. Tu vois. Oui. Et je vois ingénieur civil, architecte. Je sais, c'est quand même super cool. Ça sonne bien. Ils font des ponts, ils font des constructions de dingue. Et là, on me dit, ouais, mais tu commences d'abord en stage pendant X années. Tu es payé au lance-pierre. Puis à un moment donné, oui, si tu as ton bureau d'architecture et que tu brilles, mais que tu as bossé 60 heures semaine, Mhm. 80 heures semaine, Mhm. comme un malade, oui, là, tu pourras atteindre des salaires vraiment intéressants. Mhm. Là où on me met en face, après 50 et senior Mhm. en tant qu'analyste Oui. informatique, Oui. et on me dit, ben là, bam, je vois des salaires à 5, 6, 7 000 euros net. Tu vois. Oui. Je dis, oh, Ça, c'est un plus intéressant. écoute, c'est quoi, je vais faire ça. Ah, je t'assure, je m'en foutais d'avoir des grosses bagnoles, je m'en foutais du bling-bling, je m'en fous encore maintenant. Mhm. Moi, ce que je voulais, c'est d'avoir une vie confortable et de pouvoir vivre, de pouvoir un peu plus m'orienter vers mes passions Mhm. sans risquer d'être dans la dèche, tu vois. Oui. Mais Donc j'ai clairement choisi ouais, oui, oui, non, non, clairement, l'argent. clairement. Donc, est-ce que toi, le fait que tu sois aussi conscient en fait de ce besoin d'argent, est-ce que ça vient du nature à toi ou bien c'est par rapport à un environnement dans lequel tu as grandi ou bien c'est voilà, t'es comme ça, tu sais ce que tu veux et tu sais où tu veux aller, tu as une passion qui est clairement plus forte dans la musique et tu veux faire du mieux que tu peux pour pouvoir avoir le temps de faire cette passion-là. Donc si je reviens par rapport à là d'où je viens, etc., bah, ma famille, quand je suis petit, ont pas de problème. Mhm. Voilà, on n'est pas les plus riches du quartier, mais on n'est pas non plus les plus pauvres. Puis après, mes parents se séparent. Effectivement, ma mère est un peu dans la galère, mais elle le cache, je le sais pas trop. Mhm. Donc je n'ai manqué de rien moi, quand j'étais petit. Ouais. Ok, donc, et puis ma mère se remarie, leur situation va bien, on a une belle grande maison, chacun a sa chambre, on est quatre cinq frères, il n'y a pas de galère. Tu vois. Ok, on ne sait pas faire des trucs, vu qu'on a une grande famille, on ne peut pas Ouais. aller faire des dingueries, parce que effectivement, Ça coûte cher. on nous explique la valeur de l'argent quand je suis plus jeune. Mais je sais pas, il y a ma mère pousse aussi un peu derrière moi en me disant, mais toi, tu as les capacités de faire ce qu'on n'a jamais fait dans la famille. On vient d'un milieu ouvrier dans ma famille, etc. Il y a une ou deux personnes, un oncle, voilà, qui a quand même un peu percé dans son domaine. Elle me dit, mais toi, tu as le cerveau, vas-y, Ouais. faut que tu ailles à l'UNIF, quoi. Faut que tu fasses un beau métier, il faut que tu fasses ingénieur. Donc je suis quand même poussé par ma mère. Elle veut que j'utilise mon plein potentiel. Ouais. Maintenant, donc j'ai choisi ça, d'où la galère en fait que j'ai eu pendant l'UNIF. C'est que je le fais pas par passion, Ouais. je le fais clairement pour l'objectif final, mais le trajet m'intéresse pas énormément, tu vois. Et Mhm. donc forcément, je vais avec les pieds de plomb à l'UNIF, mais je sais qu'il faut que j'étudie, quoi. Ouais. Donc c'est ça aussi que j'ai galéré, hein. C'est ça aussi que j'ai galéré, c'est parce que si on me demande si aujourd'hui, putain, t'es informaticien, t'es un geek, tu kiffes ça, bah, je gagne ma vie, quoi. Ouais. Mais je gagne ma vie, mais je suis content de ce que je fais. Je sais me lever le matin parce que je suis dans des conditions qui sont bonnes. Ouais. Tu vois, on taffe ensemble. Ouais. Voilà, j'ai des gens super cool que je rencontre. Intellectuellement, je suis toujours challengé. J'ai toujours des trucs à faire. Donc ouais, ça me plaît. Ça me plaît aujourd'hui. Ouais. Et je fais en sorte que ça me plaise. Si maintenant, aujourd'hui, les conditions de travail, l'ambiance n'est pas top, bah, j'irai trouver autre chose. Avec la formation et le master qu'on a, ou les trucs comme ça, bah, tu as le papier qui te permet de dire, ok, mais en fait, en vrai, Ouais. aujourd'hui, je suis libre, en fait, grâce à ce papier. Ouais. Donc ma mère a bien eu raison de me pousser vers ça. Est-ce qu'à côté, quand elle dit, j'essaye de faire le parallèle en mode, et si j'avais fait de la musique à fond, tu vois. Et j'ai des potes comme ça, aujourd'hui, ils ont fait ce choix-là. Ouais. Est-ce que c'est et ça, comment est-ce que toi tu vois ça? Parce que justement, il y a ce côté-là où tu dois être pragmatique dans la vie. Tu dis, OK, voilà, j'ai une passion. On a tous des passions. Je veux dire, moi aussi, j'ai fait un peu de musique. Moi, j'ai fait du rap, mais Mhm. c'est pas comme toi. Je vais pas être aussi loin que toi. Mais on a tous des passions, en vérité. Mais est-ce qu'on peut vivre de ces passions? Si on peut vivre de ces passions, c'est tant mieux. Il y en a qui font le choix d'être pragmatique, comme ça, ce que toi, tu as fait. Je pense que c'est aussi le choix que la plupart des gens font. Et ceux qui disent, ouais, moi, je vais dans ma passion, je préfère être voilà, accompli. Ouais, je vais y revenir malgré tout à chaque fois, c'est ce besoin aujourd'hui d'avoir de l'argent, quoi. Ouais. Moi ici, les potes qui
font de la musique ou qui en vivent. Ils en vivent parce que l'État met en place des statuts d'artistes et des trucs comme Ouais. ça. Ouais. Mais c'est des gars, des fois, qui sont dans la galère quand même. Mhm. Tu as vu le prix des loyers à Bruxelles. Les gars, ils doivent sortir. Allez, il faut quand même gagner de l'argent, quoi. Et Ouais. donc, tu vois, des fois, ils sont en galère. Je les vois là. Et puis, quand tu transformes ta passion en taf, c'est plus spécialement une passion, tu vois. Ouais. Ça devient un taf, quoi. Ouais. Toi, tu dirais quoi? Est-ce que toi, tu dirais à un jeune aujourd'hui qui arrive peut-être dans la croisée des chemins comme toi, t'es arrivé il y a quelques années, tu lui dirais de suivre sa passion ou bien de choisir le côté pragmatique? C'est difficile c'est une question très difficile parce qu'en vrai, tu pourras avoir un impact sur la vie de ce gars-là en lui disant, écoute, vas-y, choisis la musique. Et Ouais. si ça tombe, il va percer. Ça tombe, il va galérer. Et il va devoir se remettre en question à un moment donné, changer de. Ça, ça dépend des conditions dans lesquelles tu es. J'ai envie de dire, si tu n'as rien à perdre et que dans ton état d'esprit c'est comme ça, fonce vers tes passions à 100%. Tu vois. Ouais. Je conseillerais comme ça. Ouais. Maintenant, si ta situation fait que tu as trop à perdre, que tu es déjà dans la galère, etc., je vais te dire, écoute, choisis le chemin le plus sage et ensuite, fais-le en 2 étapes, quoi. Ouais. Un peu comme ce que toi, tu fais. Voilà. Voilà, moi aujourd'hui, j'essaye en mettant en place, enfin, j'imagine on va en parler, mais Ouais. en mettant en place des business associés à la musique, j'essaye de faire cette transition de l'informatique vers la musique. En tout cas, je construis les bases pour le faire. Il a fallu des années, Mhm. des dizaines d'années, Mhm. mais moi, je vois un futur où je n'ai plus besoin de faire d'informatique et je suis pas dans un monde où je fais plus tous les trucs autour du multimédia, de l'art, de la musique, et d'être plutôt dans ce monde-là, mais avec cette envie d'entreprendre et le fait de, ben oui, il faut quand même gagner de l'argent. Ouais. Donc voilà. Mais justement, c'est ton chemin que tu prends qui t'amène au Luxembourg, ta première expérience professionnelle, tu le fais pendant 3 ans, tu es clairement en train de bâtir pour une vision de long terme pour pouvoir aller vers quelque chose qui te passionne plus. Et donc, quand tu sors du Luxembourg, de ce premier boulot, tu passes à quoi exactement après? Donc je sors de là, mais en fait là quand j'ai besoin de quitter le Luxembourg, c'est parce qu'en fait j'ai trop voyagé en fait avec ce taf. Ouais. J'étais jamais chez moi. Ça a un impact sur la musique, ça a un impact sur ma vie sentimentale. J'essaye de m'installer avec ma copine, mais bon, je suis jamais là. Je Mhm. pars travailler le dimanche soir. Je prends un avion, je vais en voiture jusqu'au Luxembourg. Je dois travailler dans le sud de la France. Je reviens le samedi ou le vendredi très tard. Et Mhm. là, je dois trouver dans les 2 jours que j'ai de week-end ou les 1 jour et demi que j'ai de week-end, le temps de voir mes potes, de voir ma famille, ma copine, la musique et tout. Ça devient une galère de dingue. J'ai des prises de tête avec mon patron où je lui dis, ah non, les deux semaines là-bas, je peux pas, j'ai un concert entre les deux, faut que je revienne. Et il me dit, bah non, je vais pas te payer un billet d'avion en plus pour revenir le week-end, reste là-bas pendant 2 semaines. Je dis, non, hors de question, Mhm. commence à se prendre la tête. Je dis, non, de toute façon, soit je reviens et tu me payes un billet d'avion pour que je revienne entre les deux, soit j'y vais pas. Et on Mhm. peut aller au clash. Moi, là, c'est là que je commence à voir la musique aussi et la copine et tout, hein, donc je mets tout dans le truc, mais où je commence à être certain de ce que je veux, tu vois. Ouais. Je suis en mode, oh, non, non, je vais pas sacrifier ça. Aujourd'hui, je bosse pour ça. Ok. C'est ma vie, c'est pas le boulot, c'est tout ce qui est à côté. Ok. Et donc là, je commence à prendre confiance et conscience, on va dire. Mhm. Et là, ben, ça va au clash avec mon patron à ce moment-là. Et bon, il y a des ennuis du fait que la boîte tourne pas si bien non plus. Je donne cours à des gens, et de nouveau, on revient à l'argent, mais je donne des formations à des gars qui sont bien mieux payés que moi, mais je connais mieux les sujets qu'eux. Mhm. Et je me rends compte qu'en fait, ils me sous-payent par rapport à ce que je fais, tu vois. Ouais. Quand je lui dis, écoute, voilà, moi j'en ai marre, je me barre, le mec il me propose de doubler mon salaire. Ah, carrément. Ouais. Et là, je me dis, mais en fait, c'est la goutte d'eau en plus, ça, parce que dire que s'il est apte à doubler mon salaire, Il aurait pu le faire avant. ouais. Et donc je dis, ah, ok, bah, écoute, c'est quoi? Là, j'ai l'impression que c'est un pacte avec le diable. Et genre, j'ai jamais entendu ça dans une négociation où tu dis, je m'en vais, et on dit, mais attends, je double ton salaire, tu vois. Ouais. Je dis, non, 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 c'est bon. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu viens de m'assurer qu'en fait, que moi, je pouvais gagner bien ma vie. Tu m'as Ouais. appris des choses, merci, mais là, moi, j'arrête. Ouais. Et donc là, je quitte le Luxembourg avec l'envie de créer mon truc. Mhm.
Mais il faut que je me relance, il faut que je reprenne aussi un peu confiance, que je trouve des trucs. Et donc là, je me mets sur le marché de l'emploi. Je pense qu'il me faut moins d'une semaine pour que des chasseurs de tête m'appellent, me trouvent un taf. Ok. Et là, ils me passent via une boîte de consultance euh, qui m'engage. Enfin, j'ai plusieurs choix. Je trouve celle qui va, j'explique, ah, mon salaire luxembourgeois, il faut s'adapter. Ils disent oui direct. Je dis ok, ben en fait, j'ai de nouveau pas assez négocié en fait. Mais je vois où je veux aller. Derrière, je sais que je veux monter ma boîte, que je vais être consultant. Que si je donne des formations, je peux donner des formations encore, hein, ça me dérange pas. Ouais. Je sais combien je peux me vendre, vu que j'ai fait la partie marketing, vente et tout machin de ma boîte précédente. Ouais. Donc je connais les prix, je sais à peu près les standards où ils sont. Et je me dis, ok, mais d'abord, j'ai besoin de... Ouais, Et donc de j'accepte, souffler un peu, ouais. j'accepte de rentrer en tant qu'employé. Et je pense que je reste 1 an en tant qu'employé, puis je passe indépendant. Tu sais que c'est facile pour toi de lancer ta boîte à ce moment-là, ta carrière, parce que je pense qu'à l'époque, c'était même, il y avait des conditions qui étaient beaucoup plus exigeantes au niveau de l'apport. C'est Ouais, plus comme il faut aujourd'hui. avoir un peu de rein solide, il fallait avoir un apport. Moi, j'avais déjà de côté. J'hésitais à un moment donné entre c'est faire le classique, je suis avec ma copine, je vais investir dans une maison, je Mhm. vais dans la brique, et puis je verrai bien. Mais je pense, et j'ai fait le choix, j'en parlais avec ma copine, la famille, etc. J'ai reçu de l'aide de la famille d'ailleurs aussi à un moment donné. Ma grand-mère, qu'elle repose en paix, m'a donné à un moment donné un peu d'argent pour pouvoir démarrer ma boîte. Mhm. Euh, et j'ai convaincu tout le monde qu'en fait, il fallait d'abord que j'investisse en moi avant d'investir dans de la brique ou autre. Tu vois. Je dis, faut d'abord, je suis jeune, je n'ai pas d'enfant, rien. Je peux prendre tous les risques maintenant. C'est maintenant ou jamais que je prends le risque, en Ouais. fait. Ouais. C'est pas quand j'aurai un emprunt sur le dos, à des enfants à nourrir ou des trucs comme ça que je vais prendre. C'est plus dangereux parce que tu as beaucoup plus à perdre. Ouais. Moi, j'avais rien à perdre. Et j'ai toujours été assez droit là-dessus. J'ai un bon appétit du risque, en fait. En gros, je me suis dit, ok, mais je vois pas comment je pourrais me casser la gueule. Je retomberai toujours sur mes pieds, même s'il faut que je retrouve un job dans l'informatique avec le papier de nouveau. Ce Mhm. master, il a une valeur sur le marché de Ouais. l'emploi, tu vois. Ouais. Donc, s'il faut que j'entrerai dans une banque, j'entrerai dans une banque. À me faire chier, mais je pourrais retomber sur mes pieds. Et donc, ouais, donc là, je fais le choix, je prends le risque, je prends toutes mes économies et j'ouvre ma boîte. Est-ce que quand tu ta boîte, tu avais déjà, t'avais déjà une promesse de contrat ou tu n'avais rien, t'avais rien du tout? Oui, j'avais déjà, au moment où j'ouvre ma boîte, c'est que j'avais effectivement l'opportunité qui s'était présentée. Ouais. Et là, j'hésite pas, je fonce. Je négocie des gens dans le mode, ok, ben ça c'est une entrée, on commencera à ce niveau-là. Et moi, je veux ça, et je veux ça, et si on a confiance entre nous. Et donc, je commence déjà à négocier comme je le faisais à l'époque. Mhm. Et donc, je négocie assez durement mon premier contrat. Je suis pas dans des hautes sphères au Ouais. niveau entrée, mais ça va aller et ça ira. Et derrière, je sais que si je tiens le coup, on a dit que dans 1 an, je pouvais déjà augmenter à tac, tac, tac. Ouais. Et voilà, donc je vois un plan financier qui se met en place. Je prévois au cas où, parce que c'est clair, quand tu ouvres ta boîte, ben, j'avais aussi, vu que j'étais allé au Luxembourg et que j'ai bougé beaucoup, j'ai pas eu des congés payés de dingue pendant des années, tu vois. Et quand j'ai revenu en Belgique, j'avais perdu mes congés payés. Donc, Mhm. j'étais déjà en mode, fallait que je compte pour pouvoir prendre congé. Ou voilà, Ouais. et quand t'es malade, t'es là en mode, ah ouais, ok, mais quand t'es employé, t'es malade, ok, t'es payé, tu vois. Ouais. Et là, j'étais en mode, ok, bon, j'ai une santé solide, je touche du bois, j'ai une santé solide, donc ça va. Mais par contre, des fois, je me casse un truc et des trucs comme ça. Et donc, je fais le calcul, quoi. Je fais le calcul de, voilà, si je gagne X par jour, euh, et que je peux, disons, imaginons, je suis malade 20 jours par an, Mhm. pour un rhume, pour un truc plus grave, peut-être un accident ou autre, comment je vais faire. Et il faut aussi que je prenne du temps pour me reposer, pour la famille, pour ma copine et pour la musique. Et donc, je fais un gros calcul où je me dis, ok, en vrai, ça va. Je pense que déjà en commençant, je peux gérer en étant absent, en ne produisant pas d'argent, entre 40 et 50 jours par an. Ok. Donc je me prévois déjà ce slot de je vais organiser ma vie pour pouvoir faire ma musique, pour pouvoir faire tous mes trucs. Et là, tu prends le contrôle en fait. Quand tu crées ta boîte et que tu deviens ton propre patron, Mhm. les autres, c'est des clients et tu t'arranges. Ok, tu dois faire en sorte que ton client soit content, qu'il ait une bonne confiance, etc. Mais
quand tu lui dis t'es pas là, t'es pas là. Ouais. C'est tout. Tu as la liberté Il y a pas de de... discussion, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. T'as plus... les négociations par rapport à ta dispo, elles sont beaucoup plus faciles Voilà. à réaliser. Voilà, il faut toujours s'arranger, toujours avoir une démarche orientée client, mais Ouais. tu t'organises et là tu dis ok, là je construis, là je me vois, là je suis content, je commence à construire un truc qui ressemble à ce que je veux faire, quoi. Ok. Là, t'es content, vraiment, Ouais, tu dis, ouais. j'aurais pas pu continuer en tant qu'employé en fait, très vite. Moi je Ouais. pense que j'ai travaillé 4 ans en tant qu'employé avant de passer indépendant. Et au tout début tu dis ton objectif final, c'est justement, allez, le travail, c'est bien, mais tu as une passion et tu essaies un peu de te diversifier pour pouvoir garantir, en tout cas, avoir cette sécurité, ce filet de sécurité-là pour toi-même et pour ta famille. Tu as lancé d'autres trucs en dehors de ta boîte. Tu t'es diversifié un tout petit peu déjà aujourd'hui en essayant allez, de bifurquer un peu sur autre chose ou tu es juste sur un domaine aujourd'hui. Non, donc très vite en effet, donc par rapport à la musique, moi j'ai toujours ça en tête et donc j'ai investi. Je me suis associé à mon frère qui lui est Mhm, aussi dans la musique et tout machin. C'est un truc de famille chez nous la musique. Et donc, à un moment donné, mon frère vient vers moi en me demandant, voilà, si j'ai on a, si j'ai pas envie de démarrer un truc avec lui ou quoi. mhm, Et donc là, je lui dis, bah écoute, oui, moi c'est bon, moi avec ton aide, parce que tout seul, effectivement, c'est là que tu te rends compte que tout seul, tu peux pas tout faire. mhm, Je dis, ouais, mais moi je voudrais effectivement que la musique, que je professionnalise la partie musicale, que je trouve un moyen j'en parlais tout à l'heure, de m'orienter vers de plus en plus de musique dans ma vie, que ce soit dans une forme ou dans une autre, en fait. mhm. Hein, dans le métier de la musique, il y a plein de trucs. Il y a le musicien sur scène, ça c'est une chose. Mais tu as des ingé sons, tu as des lumières, il faut aller enregistrer des trucs, etc. Et là, je me dis, ok, vas-y, tu sais quoi. En 2019, moi, je trouve la maison que j'ai achetée, où j'ai installé ma société, et ma compagne et moi, on s'est installé là. Et je vois un espace où je me dis, ouf, là, j'ai quelque chose. Mhm. Je vais créer mon studio d'enregistrement. Mon frère est là pour m'aider. Moi, bon, je vais financer, je vais machin, je vais m'organiser, je vais décider ce que je veux. Et lui, il va m'aider à l'exécuter, quoi. Oui, justement, quand on parle du business de la musique aujourd'hui, ça fait des années que tu es dans la musique, tu dis, tu fais partie aujourd'hui d'un groupe et tu fais des tournées et tout ça. Dans le monde de la musique aujourd'hui, il faut être où pour gagner de l'argent? Est-ce qu'il faut être le chanteur, il faut être le groupe, est-ce qu'il faut être le producteur, est-ce qu'il faut louer le matériel, ou bien il faut juste avoir la propriété intellectuelle pour quand tu fais un hit aujourd'hui, parce que la musique c'est faire des chansons et puis faire des hits et puis les gens écoutent et tout ça. C'est où qu'il faut être pour gagner de l'argent? Bon, ben, soit tu es dans le top du top et tu es dans l'artiste à la mode en ce moment. Ok, donc là, Ouais, mais ça c'est clair. si tu es Ouais. Taylor Swift, ben voilà, Oui. vaut mieux être Taylor Swift et milliardaire aujourd'hui avec sa musique. C'est là, ou Beyoncé, Ouais, ou tu mais vois. si on regarde ici, on est en Belgique, hein, donc restons sur la Belgique, tu vois. Je dis ça pourquoi parce que je sais pas si tu connais l'histoire, mais dans les années 90, il y avait un groupe américain, TLC, hein, notre génération, on connaît. Et c'est un groupe de R&B qui avait beaucoup, beaucoup de succès, Ouais, je me souviens. Ouais. mais qui disait tout le temps qu'elles étaient tout le temps fauchées, qu'elles n'avaient jamais d'argent, tu vois. Mais pourtant, elles ont fait des albums qui sont vendus à presque 30 millions d'exemplaires. Il y a en fait dans cette chaîne-là alimentaire un moment donné où il y a certains qui prennent le gros lot et puis on a d'autres qui prennent les miettes, même si tu es l'artiste qui fait la chanson. Toi, quand tu décides d'investir dans la musique, est-ce que tu dis, OK, tu penses à ça, ou bien tu dis que je vais me lancer dans la musique, dans le matériel, mais dans la musique même, si on veut gagner de l'argent, est-ce qu'il faut être dans celui qui loue les studios, ou bien il faut être dans celui qui produit les artistes? Alors, ça dépend, bah, de nouveau, ça va être lié au risque que tu veux bien prendre. Ouais. Si aujourd'hui tu te dis, bah, ok, ben, je suis confiant, je sais que je peux produire des artistes et les orienter vers des morceaux et les orienter dans la composition et leur dire c'est ça qu'ils doivent faire et qu'en fait je suis vraiment un gars, je sais faire des hits et je suis très confiant là-dedans. Oui, mais il est possible que ça marche jamais, ça. OK. Et si ça marche jamais, c'est-à-dire que je veux dire par là, c'est des gens qui prennent un pourcentage en général, un cut sur l'artiste qu'ils produisent. Bon, ils ont peut-être souvent aussi une facture aussi, hein, pour l'accompagnement. Mhm. Mais c'est pas la facture qui va les faire gagner la vie. Il faut que l'artiste explose. Ouais.
Et si l'artiste explose, ben, eux, ils ont une cut là-dessus. Ils vont avoir un revenu garanti là-dessus. Puis un autre artiste va dire, bah, OK, ça a bien marché, je reviens vers toi. Mais si l'artiste décolle jamais, c'est des artistes qui produisent décollent jamais, ce gars-là ne va vraiment pas bien gagner sa vie non plus, tu vois. Et donc là, au milieu de tous ces artistes, entre le fait de chanter sur scène, d'avoir enregistré, d'avoir des lumières sur scène, d'avoir des effets spéciaux, d'avoir une sono, d'avoir une salle de concert ou autre, Mhm. et ben en fait, il y a plusieurs trucs qui sont plus ou moins safe là derrière. Ouais. Bah, ouais, effectivement, la corrélation risque-gain, c'est toujours ça, hein. C'est toujours la question de se demander jusqu'où on peut aller. Et le studio, bien sûr, on va mettre un lien sur le studio de Thibaut dans la vidéo. Mais parallèlement, bien sûr, ta carrière, tu dis que tu as lancé ta boîte dans l'informatique, ça marche bien, ça continue. Aujourd'hui, tu es musicien, tu fais encore des tournées. Ton groupe s'appelle Il s'appelle Hafen Pinchers. Affen Pinchers et vous faites aujourd'hui Du du métal, métal. ouais, en fait, du métal hardcore. Voilà, Ouais. moi, il y a quelques années, j'ai un peu dérapé là. Mais justement, tu vas nous raconter ça parce que au début de la discussion, on parlait du fait que quand tu avais 15 ans, vous avez commencé sur un peu des trucs un peu plus, je dirais, excuse-moi, le terme est accessible. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais, donc voilà, un peu plus accessible. Qui peuvent passer à la radio. Voilà, c'est ça. Et comment est-ce que vous êtes passé de ça à du métal à du métal allez, j'ai écouté certaines de vos chansons, c'est, tu vois, C'est costaud, hein. c'est costaud, ouais, c'est costaud. Ouais. Alors comment j'en suis arrivé là? Mais vraiment, ça a été assez naturel au final parce que donc je te disais là tous les dimanches, on se voit avec nos potes et on veut montrer aux autres, regarde, t'as vu ce que je sais faire, t'as vu ce que je sais faire, t'as vu ce que je sais faire. Ouais. Et puis en fait, au fur et à mesure qu'on a grandi et les années ont passé, on s'oriente vers des trucs, oh purée, mais t'as vu tel guitariste, comment il joue, mais purée, c'est extrême la manière dont il fait son solo, comment on fait pour arriver à ce niveau-là, tu vois. Mhm. Et le mot extrême que je viens de sortir, il est très important. Et tu vois, ok, ouais, il faut bosser quand même malade. Après, il faut aller au bout de ton truc là pour faire ce solo aussi rapide que ça ou pour jouer de la batterie aussi vite que ça. Il faut être un fou, quoi. Tu vois. Mhm. Et on commence à bosser dans ce sens-là en mode, bah, tiens, je veux montrer à mes potes que je sais le faire. Et en fait, nos références, en fait, en termes de musique, commencent à évoluer vers des trucs de plus en... dont on est passionné, on est des musiciens. Mhm. J'aime bien le groove, je te disais tout à l'heure, les Red Hot, etc. À un moment donné, les Red Hot, ben, ce mec m'impressionne encore aujourd'hui. Mais à un moment donné, j'avais plus rien à tirer de ça. Ouais. J'ai fait mes petits morceaux qui ressemblaient à du Red Hot, je me suis inspiré. Puis je dis, ok, mais attends, en fait, le gars, t'as vu comment il joue avec ses doigts, ils vont dans tous les sens et tout. Ah, ok, mais c'est déjà un peu plus dur à écouter. Mais en fait, tu te rends pas compte, t'occupes à glisser Ouais. vers d'abord du progressif, où tu vois les structures des morceaux commencent à vraiment changer. Mais tu te retrouves face avec des musiciens qui font partie des virtuoses. Et en fait, ils sont extrêmes dans leur manière d'aborder leur instrument. Ils vont tirer le maximum de ce qu'ils peuvent, tu vois. Mhm. Et puis, ben, hop, ben, tiens, ce batteur, là, il va de plus en plus vite. Et donc, tu te retrouves dans des musiques qui sonnent de plus en plus extrêmes. Pourquoi? Parce que tout le monde se pousse dans ces derniers tranchements par rapport à ça. Après, bon, tu peux toujours faire des musiques extrêmement compliquées Mhm. sans qu'elles soient inaudibles et sans qu'elles soient dans du métal et dans des sons distordus, etc. Mais il n'y a rien à faire. Quand tu touches à ça, tu vas tomber sur des... Tiens, on va pousser nos instruments, mais on va aussi pousser les amplis. Oui. On va pousser les amplis dans les extrêmes. On va essayer de voir que si on pousse tout dans les extrêmes, comment ça fonctionne. Et là, ben bon, tu as les références qui évoluent, et donc les groupes qu'on écoute. Et là, on va plutôt vers du Dream Theater d'abord. Dream Theater qui est un groupe de métal progressif en fait, mais qui fait des trucs super écoutables, avec du chant clean, avec des trucs plus... Mais c'est quand même toujours des virtuoses, donc tu es toujours dans ce côté-là. Et puis, ben, t'entends ton premier gars gueuler. Moi, c'est Linkin Park, par exemple. Ouais. Linkin Park, le mec gueule. Mais ça rajoute quelque chose, de l'émotion Ouais. intéressante qui me touche. Mais Linkin Park, j'ai toujours trouvé que c'était du rock que moi j'adore Linkin Park bien sûr et c'était un peu plus un peu plus très C'est accessible. accessible, c'est ce qu'on Il y avait appelle même du rap dans Linkin Park, je voilà, c'est ce pense. qu'on appelle une porte d'entrée vers le métal, en fait, Ah Linkin ouais? Park. Parce Ok, qu'en fait, les guitares sont distordues. ok, C'est de la grosse distorsion, c'est du gros son, en fait, derrière. T'as du chant, mais t'as aussi du scream, t'as aussi le gars, il gueule dans son micro. T'as du ouais. rap aussi. Euh, mais t'as quand même ce côté métal, tu vois. Donc, tu étais déjà dans du métal, mais c'est du métal accessible, on va dire, tu vois. C'est bizarre parce que moi j'ai toujours vu.
Allez, C'est j'ai du toujours compris le néo-métal. métal comme étant une musique, justement, où on crie tout le temps, t'entends rien. Non, Et pas forcément. j'aurais jamais associé Linkin Park à du métal. C'est du néo-métal. En tout cas, c'est comme ça qu'on les a labellisés à un moment donné. C'est du Ok. néo-métal. Hein, le mélange de rap, d'un DJ derrière. Voilà, c'était la nouvelle vague à ce moment-là. Mhm, Mais c'est une porte d'entrée pour moi vers le métal. Et je me dis, putain, j'aime bien quand ils scream, en fait. mhm. Et ça me touche. Ce qui est important, c'est que ça me touche, tu vois. Ok. De nouveau, c'est que je me dis, ah, tiens, j'aime bien. Et puis on me propose, je sais pas, moi à l'époque, il y avait des groupes de la même génération. Tu avais Slipknot, tu avais Korn, tu avais des trucs comme ça. Ça me touche moins. Ok. Pourquoi ça me touche moins? Alors du coup, je commence à explorer. Et puis, de nouveau, en tant que musicien, je commence de plus en plus aller dans les extrêmes. Ce que j'écoute commence à être de plus en plus extrême. Et puis, en fait, j'ai aussi le déclic à un moment donné. Je fais un concert avec mon groupe de rock dans un Mhm, festival connu, la CEMO. mhm. C'était les premières années du Lacemo, à l'époque, il y a bien longtemps. Et je me rends compte qu'en fait, les gens vont à un festival de pop rock que j'adorais faire et j'adore toujours, j'aime bien, euh, pour être là. Ouais. Ils sont pas spécialement là pour quelqu'un sur l'affiche ou autre. Certains, oui, hein, il y a des fans et tout ce que tu veux. Mais en tout cas, moi qui est comme groupe qui suis dans le début de l'après-midi sur la grande stage, je me rends compte qu'en fait, les gens, ils passent leur temps à parler pendant que je joue. Ils s'en foutent, en fait. Oui. Ils s'en foutent. Et ils peuvent parler, ils sont tranquilles. Ils sont là, ils racontent leur vie. Oh, t'as vu, lui, il a été chercher une bière. Et lui, à l'école, il a fait ça. Et lui, mon cousin, il a fait ça. Et t'es là, en mode, t'occupes à faire une balade. Et tu te rends compte qu'en fait, les gens, ils t'écoutent pas. Parce qu'en fait, il y a plein d'autres trucs comme toi. Ils sont là aussi. Ouais. En fait, ils sont plus là pour être là que pour être devant toi. Tu vois. Après, j'étais personne. Hein, donc, je veux bien comprendre. Tu vois. Et puis, ces fameux Linkin Park, hop, tu vas à un concert de Linkin Park. Vas-y, essayer de parler pendant que Linkin Park y joue. Si t'es devant Linkin Park, c'est que tu veux voir Linkin Park. Ouais. Et j'ai mes premiers Clairement. concerts de métal comme ça qui arrivent. Et je me dis, putain, les gens qui sont rentrés dans cette salle, ils sont pas là pour être là. Ils sont là parce qu'ils kiffent ça. Ok. Tu vas pas dans un concert de métal pour, Pour chiller. pour chiller, tu vois. Ouais, c'est Tu vas clair, c'est là-bas parce qu'en fait, difficile. ça te touche. Ouais. Et donc, tu vas te retrouver face à un public qui est tellement plus dédié, plus dédié à ça, plus Ouais, c'est clairement. investi. Ouais, ouais, clairement, je comprends. Ouais. Voilà, moi, à un moment donné, j'ai un copain qui m'appelle, tiens, j'ai un groupe de métal. J'ai besoin d'un bassiste. Ça t'intéresse de. Je dis, bah écoute, ouais, vas-y, montre-moi. Puis je dis, oh purée, de nouveau, j'ai de nouveau quelque chose à apprendre. Ok, le commun des mortels va me dire, c'est du bruit. Fair enough, si tu trouves que c'est du bruit, je te Mhm. demande pas de venir, justement, du coup. Ouais. Par contre, ceux qui. Viens pas à mon concert, tu vois. Oui. Et là, tu fais un tri tout à coup entre les gens qui viennent parce que c'est cool de venir en concert Ouais. et les gens qui kiffent ça. Et donc, tu te retrouves face à une communauté qui est bienveillante, qui, dans le métal, les gens sont. Enfin, voilà, c'est une des plus belles communautés dans l'Asie que je connais. Ok. Après, je vais pas dans tous les trucs, mais voilà, je suis allé dans des trucs de hippie, dans des trucs de machin, dans les trucs de pop, dans les trucs de rap et autres. Voilà, j'ai un peu testé à gauche, à droite. Et les bisounours du métal, là, qui viennent écouter des trucs où ça hurle, où la musique va pas trop fort. Elle est juste extrême, en fait. De Mhm. nouveau, elle est extrême. Et c'est des gens qui kiffent ça. Ça permet de bien se vider. C'est catharsis qu'on dit, je Mhm. pense. Ouais, ouais. Ça te permet de. Moi, je vais avec des concerts régulièrement avec ma copine. J'y retourne encore demain soir. J'y suis allé la semaine dernière. Moi, je dis à chaque fois que j'arrive dans un concert, ça aligne mes chakras. Ouais. Les mecs, ils gueulent. Hop, 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 la musique va. Et moi, voilà, en ce moment, c'est ça qui me fait kiffer. Mais ça m'a pas empêché pendant des années d'aller faire une comédie musicale pour enfants, une reprise d'Émilie Jolie, tu vois, Ouais. et de faire des valses, parce que ça reste de la musique. Moi, je suis musicien avant tout. Maintenant, mon kiff, c'est le métal, quoi. Ouais. Et voilà. Est-ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de trends, je sais pas si tu as vu sur les réseaux, hein, beaucoup de trends sur les reprises des chansons dans l'IA. Maintenant, moi, dans mon For You sur TikTok, bien sûr, je tombe pas beaucoup sur du métal. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de reprises comme ça de l'IA aussi, du métal est-ce que tu as vu passer des trucs comme ça? Parce que moi, j'ai vu des trucs assez bluffants, hein. J'ai vu une reprise de Papa Outé de Stromae sur TikTok. Je sais pas si tu as vu passer ça. Non. C'est une reprise en mode chorale comme ça, soul. C'est très bluffant. Aujourd'hui, dans l'IA, dans la musique, dans ce que tu fais, est-ce que tu sens une percée de l'IA ou pas du tout?
Je le vois venir, ouais. Je le vois venir. Je suis pas très... Allez, je veux dire, je vois... Ça a pas encore pris le dessus au niveau du métal, Ok. mais je suis persuadé aujourd'hui qu'il y a des groupes de musique qui prétendent composer, mais alors que c'est l'IA qui compose pour eux, Ouais. et eux sont plus que des interprètes de ce que l'IA a produit pour eux. Ouais. Si ça marche pour eux, tant mieux, j'ai envie de dire. Je juge pas. Mais je Voilà, dirais c'est comme que ça. c'est comme ça, toujours été comme ça dans toutes les révolutions, hein. Mm. Donc, quand il y a un changement brusque et important qui arrive, bien sûr, il y a toujours un pan de la population qui devra se réinventer, je dirais, pour pouvoir s'adapter. On n'arrête pas le développement. Est-ce que toi, tu comptes, par exemple, intégrer l'IA, toi, dans ta musique? Est-ce que Non, vous le faites pas? Non, pas du tout. non, on le fait pas. On a aujourd'hui les capacités de composer, Est-ce que vous avez d'échanger. essayé? Moi, j'ai essayé dans mon coin, Ouais, voir à quel point c'était fonctionnel ou pas. ouais. Et c'est bluffant, ouais. Toi, bien sûr, tu bosses dans l'informatique et tu utilises beaucoup l'IA, je suppose, toi, aujourd'hui dans ta vie, pas seulement dans la musique, mais peut-être dans ton travail aussi. Comment est-ce que tu vois, toi, l'IA ces derniers temps? C'est un buzz, hein, ces derniers temps. On parle de l'IA, l'IA ci, l'IA ça. Ouais. Qu'est-ce que toi, t'en Il y penses, a toi, de des, il y a l'IA? des nouvelles, des nouveaux déos, c'est l'IA qui a choisi l'odeur et tout. Maintenant, tout est IA maintenant. Ouais, Sans déconner. oui, oui. Mais D'abord, attends, d'abord, qu'est-ce que toi, tu comprends quand on parle d'IA? Pour toi, c'est quoi l'IA? pour moi, l'IA, ce sont des programmes qui se basent sur tout un tas de données pour générer. Enfin, allez, il y a l'IA générative, il y a l'IA, c'est juste des systèmes de raisonnement en fait à la base. Oui. Donc ils raisonnent sur base d'un tas de données et des expériences, ils apprennent et on leur réapprend. Et au plus ils ont de données, au plus ils seront, euh, leur connaissance sera importante. Et donc à l'époque, on parlait de remplir. Moi, à l'université, j'ai eu des cours d'IA à l'époque déjà, Ok. où on parlait des robots aspirateurs, on parlait de tout Oui. ça, tu vois. Oui. Et maintenant, ils sont là, tu vois. Oui. Et donc tu dis, ok, ben, c'est apprendre à une machine à faire quelque chose et elle doit continuer tu dois continuer à la nourrir avec des données pour qu'elle soit encore meilleure et plus performante dans ce qu'elle fait. Ça, c'est une partie de l'IA. Mais toute l'IA générative dont on entend parler maintenant, celle qui va te générer du texte, Mhm. des images, de la musique Mhm. et autres, celle-là, elle occupe à éclater depuis un moment. Oui. Personne n'était vraiment impressionné par le robot aspirateur, alors que c'est vraiment génial ce truc, tu vois. Ouais. Moi, j'en ai deux chez moi. J'ai un chien qui perd ses poils et je suis trop content d'avoir des robots Les qui robots qui nettoient. passent tout le temps après. Exact. Et qui connaissent bien la maison. Je leur ai dit, écoute, tu sais, Oui. tu vois, le robot, il arrive chez toi, il te connaît pas chez toi. Et il apprend En faisant en cartographiant chez toi. ouais, en se Ouais, prenant ouais. les murs, les chaises et trucs, il arrive à capter. Puis tu lui dis, bah, tiens, autour de la gamelle du chien, là où il y a de l'eau, évite d'aller Ouais. nettoyer là parce que tu risques de foutre plus la merde qu'autre chose. C'est génial. Ouais. Ça, c'est vraiment génial. Et puis après, bon, tu as tout ce qui est ChatGPT, l'essor de ChatGPT et compagnie Ouais. de ces dernières années, qui est... Enfin, on avait déjà des chatbots et des trucs avant, Ouais. hein, Mais pas de mais cette manière, de hein. cette manière-là, Quand ChatGPT c'est est quand même sorti en impressionnant. 2022, je pense que c'est sorti en 2023, c'était un gros buzz, hein. Ouais, de dingue. Ouais. Moi, je me rappelle, j'ai essayé, j'étais bluffé, quoi. Je le suis toujours, moi. Je suis toujours pas redescendu de ça. Ok. Est-ce que aujourd'hui tu utilises beaucoup? Comment est-ce que toi tu vois, toi tu es dans l'informatique avec les clients avec lesquels tu travailles? Est-ce que tu vois l'IA s'intégrer de plus en plus dans le monde de l'entreprise, des entreprises? 100%. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, donc, dans le cadre de mon activité professionnelle en informatique, je suis occupé justement à implémenter des projets IA pour la boîte. Ouais, C'est très intéressant, très enrichissant de nouveau. C'est pour ça que je disais que je sais me lever le matin et aller faire ça, parce que ça reste des trucs, des sujets innovants. Je pense qu'aujourd'hui, les sociétés qui vont se passer de l'IA, elles vont avoir énormément du mal dans les prochaines années. ok. Maintenant, il faut pas tout mettre au goût de l'IA, tu vois. Enfin, il faut y aller petit à petit, il faut apprendre à... On a une démarche qu'on appelle comme ça au boulot, il faut d'abord apprendre à marcher à quatre pattes, puis tu te lèves, tu marches sur tes deux pieds, et après tu cours. Oui, Maintenant, il y a des sociétés qui ont besoin d'une transformation, qui n'ont pas grandi avec l'IA et qui doivent l'intégrer maintenant. Mais par contre, dans mes activités professionnelles que je démarre encore maintenant, j'entreprends encore maintenant dans d'autres sujets, l'IA est là dès le départ. ok.
Et je pense que ça, c'est indispensable pour les boîtes à partir de maintenant. Ça, c'est mon point de vue, mais je pense Mhm. qu'il est partagé par beaucoup de monde, je pense. Mhm. Et donc, oui, allez, pour revenir à l'expérience que j'ai chez mon client aujourd'hui, c'est vraiment d'abord, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, bien l'expliquer. Mhm. Tu commences avec des trucs comme ChatGPT ou Copilot de chez Microsoft ou peu importe les différents modèles qui existent, qui fonctionnent tous très bien et qui t'aident en fait d'abord dans un premier temps. Et donc il y a une transition qui va être... Microsoft a un programme pour ça hein, qui amène les gens à cette transformation. Mhm. Où d'abord tu utilises un chatbot, enfin un IA génératif qui va d'abord t'aider en tant qu'assistant. Mhm. Puis après, tu vas commencer à avoir des agents pour automatiser des tâches, Yes. mais tu vas quand même toujours être leur superviseur. Yes. Et ensuite, tu vas te retrouver finalement au fur et à mesure de cette transition où le chef d'une équipe, ça sera le chef d'une équipe d'agents IA, quoi. Mais tu sais, il y a beaucoup de buzzwords sur le mot IA. Il y a IAC, ISA, et toi, partout tu vois, maintenant c'est IA, 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 IA. Ouais, mais tu le mets partout à toutes les sauces. Tu mets partout, tu es dans la tendance maintenant. Mais en entreprise aujourd'hui, quand tu parles, tu dis que peut-être ton client actuel a affaire justement à intégrer l'IA. Est-ce que la valeur ajoutée que vous voyez dans ça, dans le day-to-day, dans tout ce qui est vraiment opérationnel du point de vue des collaborateurs, des collègues et tout ça, comment est-ce que vous voyez vraiment une entreprise aujourd'hui tirer profit de l'IA pour que ça puisse aider vraiment dans leur côté opérationnel et peut-être même dans leur perspective d'avenir? Mais aujourd'hui, vraiment, on le voit d'abord comme un assistant. Ok. Donc un assistant qui coûte pas très cher. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, c'est accessible hein, en termes de Oui, coût. En tout oui, cas, pour le client final, c'est accessible. Je dis pas que de l'autre côté, ils sont pas à perte à te le vendre avant d'augmenter le prix comme Netflix, quoi. oui, oui, oui. Mais donc, c'est un assistant aujourd'hui. En tout cas, le meilleur démarrage pour moi, c'est via cet assistant à qui tu vas demander de résumer des mails, de rédiger des choses à ta place, de t'aider à faire une présentation visuelle un peu plus rapidement Mhm. qu'avant où tu devais demander à plusieurs personnes de le faire ou ce que tu faisais n'était pas très passionnant en termes de contenu visuel. Tu vas pouvoir lui demander de l'aide pour ça. Et donc, tu vas gagner du temps en ayant un assistant qui coûte pas grand-chose. Mhm. Ça, pour moi, c'est un bon début, ce qui permet d'augmenter légèrement la productivité. Mhm. C'est ce qui est important pour un employeur qui paye, c'est que la productivité de leur sujet, leurs employés soit bon. Et ensuite, tu vas pouvoir automatiser certaines choses. On passe déjà dans une autre étape. On va pouvoir, ouais, on va dire, automatiser, aider. Donc, par exemple, un des cas d'usage qu'on a ici, qu'on essaye d'implémenter chez mon client, ça va être d'aider à la recherche de documents qui sont aujourd'hui stockés Sur des serveurs sur sur le des cloud. serveurs, et voilà. Et aujourd'hui, l'outil de recherche, tu as du mal à trouver de l'info. Puis quand tu trouves l'info, tu dois ouvrir le document. Puis tu dois ouvrir le document, tu dois aller lire dedans, trouver le bon chapitre qui t'intéresse. Ah, zut, c'était pas ce document, c'est pas la bonne version. Mhm. Moi, je voulais celui de 2022, pas celui de 2019. Je rouvre l'autre, je trouve, ok, j'ai trouvé. Mhm. Là, demain, on va pouvoir utiliser des agents IA pour faire ce travail à ta place. Ou toi, Mhm. tu poses la question en langage naturel à un bot, un IA générative, en lui disant, ben voilà, je cherche ceci, il faut faire un bon prompt, et l'IA s'est déjà nourrie de toute la base de données, et elle va te donner le chapitre que tu cherches en 2 secondes, Mhm. en te mettant la référence sur le document si tu veux vraiment voir le document. Et donc là, tu vas faire gagner à des gens qui sont sur le terrain, qui étaient obligés de revenir dans les bureaux ou qui étaient obligés d'aller dans leur camionnette, le temps de faire une recherche sur leur PC, passer une demi-heure à chercher le document qu'ils avaient besoin, à le retrouver en 2 minutes. Bon, Ok, ok. voilà. C'est des petits use cases comme ça qui permettent la transformation, je pense, et intégrer l'IA au fur et à mesure. C'est assez itératif alors. Donc, on est au tout début hein, de quelque chose, hein, visiblement. Aujourd'hui, en considérant l'IA plutôt comme un assistant, donc l'IA n'est pas encore là, on n'est pas encore dans Terminator où tu as le robot qui remplace l'être humain, en tout cas dans ce qu'on fait actuellement. Mais clairement, moi j'étais en train de suivre un podcast hier de Satya Nadella, qui est le CEO de Microsoft, à Davos. Tu sais qu'il y a le sommet de Davos qui Mhm. vient de se terminer. On lui demandait
quels étaient les use cases sur lesquels Microsoft était en train de travailler justement, parce que Microsoft, de manière assez célèbre, n'a pas de langage fondationnel de LLM. Mhm. Il se base sur le langage de OpenAI. Et Mhm. on lui demandait, c'est quoi les use cases sur lesquels Microsoft était en train de travailler justement pour appliquer l'IA de manière pratique. Et Satya Nadella, il disait que du point de vue de Microsoft, le plus important, c'est pas d'avoir, c'est pas d'avoir un LLM. C'est plutôt d'appliquer. Et pour lui, il pense qu'il y aura autant de LLM qu'il y a de smartphones aujourd'hui. Et donc, Microsoft est en train de travailler sur le fait de créer des collaborateurs virtuels. Donc, tu parlais ici de l'IA agentique, le fait d'avoir des agents qui automatisent des choses. Donc, est-ce que toi, tu vois ça aussi comme vraiment on est au tout début de quelque chose et que dans un avenir proche, hein, la crainte, hein, ce qu'on dit, c'est que l'IA remplace l'être humain. Ce n'est pas, en vérité, ce n'est pas une crainte qui vient de nulle part, c'est une crainte qui existe réellement et qu'il y aura des métiers qui deviendront redondants. Est-ce que toi, est-ce que tu le perçois comme ça aussi, l'avenir de Ouais, l'IA? oui, à peu près comme ça, à peu de choses près, ouais. Ça va être très compliqué pour un paquet de monde, malheureusement. Ouais. Si tu montes pas dans le train, de comment ça s'installe. Je veux dire, dans nos métiers techniques, par exemple, on a Ouais. maintenant, avec un bon prompt, tu peux développer. Maintenant, as avec une bonne idée, tu peux vite la rendre possible. Voilà, j'ai encore eu un exemple il n'y a pas longtemps cette semaine où j'ai un collaborateur qui me montre en fait en quelques clics, en quelques prompts, une application se créer de toutes pièces, sans avoir fait appel à un développeur, Ouais. sans connaître le code. Et ça permet de créer aussi en fait, hein. Donc quand tu parlais de créer de la musique pour t'aider à faire des choses, là ce mec-là il me montrait qu'en fait, oui aujourd'hui peut-être que lui en tant que développeur il va plus développer, mais par contre ça lui donne des idées créatives. Et il peut aller plus loin, plus vite tout seul Mhm. qu'avant. Et donc il va avoir un transfert de choses qui va se faire. Donc comme tu disais tout à l'heure, que ce soit dans la musique ou autre, l'IA va commencer à prendre de la place, mais ça va nous permettre à nous les humains vont être restés créatifs et Ok. vont utiliser ça, je pense. Aujourd'hui, ben, nous, on se prend une transition en plein dans la face. Ceux qui vont grandir avec ça, ben, ils auront encore une autre approche par rapport à ça. Et donc oui, il va avoir du risque sur l'automatisation, hein, enfin, les camions autonomes, les taxis autonomes. Tu vas déjà tout avoir tout un tas d'emplois qui va sauter là. Ce qui est important, c'est d'accompagner ces gens-là dans une transition aussi, tu vois, en Mhm. mode, ok, ben, il y a d'autres trucs à faire que ça, hein, qu'on soit bien d'accord. Maintenant, ça va aussi peut-être rendre les gens très créatifs, justement, d'avoir le temps de faire autre chose, j'en sais rien. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour les jeunes, c'est surtout de savoir que si tu veux rentrer dans le monde, tu veux prendre le train de l'IA, toi, tu dis que vous êtes avec ton client, vous êtes en train d'implémenter, d'intégrer justement l'IA dans ce que vous faites. Il faut savoir, OK, comment est-ce que je fais pour être justement dans ce train-là? Qu'est-ce que je fais comme étude aujourd'hui pour être, voilà, quand je sors dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, je rentre dans l'IA. Aujourd'hui, quand tu recherches des gens pour implémenter l'IA, c'est quel type de profils qui sont aujourd'hui sur lesquels vous... Ben, c'est des gens qui ont fait un master en informatique avec une spécialisation en IA. Et- Donc ça maintenant, il y a déjà ça à l'université, Ok, avec une spécialisation dans l'utilisation d'IA, agentique et autres, avec des mémoires qui poussaient là-dessus. Donc là, on vient d'engager 3 personnes qui ont tous les trois fait un master enfin en tout cas les deux plus jeunes de cette équipe-là ont fait un master avec spécialisation en IA. Et donc, spécialisation en IA. ouais, donc ils sont à la fois capables de travailler avec les outils qui existent, comme Oui, Microsoft par exemple le fait pour les appliquer ailleurs. Ils sont capables de les implémenter, ils sont capables de les configurer, ils sont capables de définir des architectures où tu vas pouvoir multiplier les cas d'usage. ok. Tu vas commencer par effectivement un premier puis un deuxième. Faut faire en sorte que ça soit, que ça peut grandir ce que tu fais aussi, que tu fais pas ça sans raisonnement derrière. Donc Mhm, ils ont étudié à l'école comment gérer tout ce qui est gouvernance autour de comment on va faire évoluer ça, gérer le cycle de vie de tous ces agents, parce que si tu me dis qu'il va y avoir autant d'agents que de smartphones, mhm, ben voilà, les smartphones, il faut gérer le recyclage d'un smartphone, faut gérer de l'achat à sa fin de vie, quoi. Et mhm. donc, il va falloir mettre tout ça en place pour tout ça. Et il y a déjà à l'université, et très certainement en haute école, des parcours pour ça. Et je pense qu'effectivement, il faut prendre le train là aujourd'hui. Après, c'est pas toujours des études faciles, hein, qu'on soit bien d'accord, je suis passé par Ouais. là.
Et c'est pas forcément très accessible non plus, parce qu'il faut quand même des connaissances. Voilà, faut se réveiller tôt pour pouvoir avoir envie de comprendre ça. Mais là, je pense que ceux qui se montent dans ce train-là aujourd'hui ont du boulot pour les 20 prochaines années, au moins 20 prochaines années. Ouais. Est-ce que, comment toi tu vois alors toi ton objectif de long terme qui est vraiment de vie plutôt de passion plutôt que d'exigence, hein, même si parfois les exigences, bien sûr, comme on l'a dit, elles doivent rester intéressantes. Est-ce que tu te vois y arriver un jour? Ou bien tu penses que ce sera toujours un tout petit peu, allez, un tout petit peu, toujours pas totalement ce que tu veux, mais un petit brin ici, un petit brin là-bas? J'espère vraiment y arriver. Je fais tout pour. Donc, à partir du moment où j'ai des investissements en cours, en effet, qu'il faut que je puisse finaliser, que je puisse rembourser, etc. Oui, Donc, dans un avenir moyen terme, oui, donc dans des 10 ans, je me vois sans ces emprunts, avec des rentrées d'argent générées par des trucs qui me passionnent, oui. et pouvoir diminuer effectivement la partie qui me passionne moins, on va dire, et qui est plutôt juste orientée financière, quoi. Est-ce que tu as peur, ça t'arrive d'avoir peur de... Ou bien est-ce que c'est Non, pas quelque chose où tu ne penses pas à ça aujourd'hui, je serais en paix avec moi-même si je dois continuer à faire d'informatique jusqu'à la fin de ma vie, parce que je le fais dans les conditions qui me conviennent, Oui, euh, où je suis, comme je disais tout à l'heure, je suis heureux de me lever le matin pour aller faire quelque chose, rester à la pointe et tout ça, c'est des choses qui m'intéressent quand même. Donc, ma manière de travailler avec les gens avec qui je travaille, sur les sujets sur lesquels je travaille, doivent être importants pour moi. Je l'ai déjà remarqué dans ma carrière, tous les 2 3 ans, je change complètement déjà, même si c'est au sein d'un même client. Il sait très bien qu'il ne faut pas me demander 2 ou 3 fois la même chose. mhm, Donc moi, je veux pas m'enfoncer là-dedans, je veux pas être le meilleur dans... Je veux juste continuer à apprendre, moi. Donc cette option-là où je suis obligé de faire de l'informatique jusqu'à la fin de ma vie me fait pas peur. oui, Tant que j'arrive à être heureux en le faisant, quoi. ouais. Est-ce que c'est bizarre pour toi, ou bien, allez, peut-être pas pour toi, mais peut-être pour ton public qui te suit, quand on te voit monter sur scène, comme tu as dit, tu adores la scène, c'est excitant, t'es à fond dedans, et puis on te dit, ah, tu fais de l'informatique, t'es un boulot de, entre guillemets, de geek. Comment est-ce que les gens, parfois, ils ont du mal à réconcilier les deux ou, Dans le- il y a un sens où c'est plus facile que dans l'autre. Oui, Donc, quand je suis descend de scène et qu'on vient un peu s'intéresser à moi, savoir ce que je fais de ma vie, euh, ça choque personne, en ouais, fait, qu'à côté de ça, je bosse. Tu vois. ouais, ouais, Par contre, dans l'autre sens, les gens avec qui je collabore dans le milieu professionnel, day ouais, to day, leur dire que moi, mes week-ends, je fais le taré sur scène et que je suis à peine reconnaissable, que si je retire mes lunettes, que je mets parce que voilà, j'ai des boucles d'oreilles, des stretch, ouais, je suis tatoué. Une fois que il y a certaines personnes, ils ne me reconnaîtraient pas. ouais, Et ils comprendraient pas non plus. Dans ce ouais. sens-là, c'est plus compliqué. Donc, je suis un peu plus discret, bien que j'ai rien à cacher dans le point de vue professionnel. Si on me pose des questions, je répondrai avec plaisir. Mais le choc est plus grand dans ce sens-là que dans l'autre Ouais. sens. C'est comme je lisais une histoire il y a quelques années du CEO de Goldman Sachs qui, en journée, il est en costard-cravate et le soir, il est DJ dans les soirées. Ils avaient fait un reportage sur lui. Quand il est DJ, il est totalement Méconnaissable, quoi. méconnaissable, quoi. Tu dirais pas que c'est le mec qui est le CEO de Goldman Sachs. C'est un peu pareil avec toi. Du coup, les deux, c'est un peu deux personnalités différentes de Ah, ton point de vue. j'en ai plus que deux, à mon avis, ouais. À mon avis, je suis Comment pas ça? tout seul. J'ai le Thibaut entrepreneur, j'ai le Thibaut informaticien, j'ai le Thibaut musicien, j'ai le Thibaut copain, j'ai le Ouais, Thibaut, on va dire, plutôt dans la sphère privée, amoureuse ou autre, tu vois. ouais, Et ma copine qui me voit depuis 15 ans évoluer là-dedans, elle me dit, mais t'as tellement de facettes de personnalité et t'arrives à switcher d'une à l'autre comme ça, ou des fois mélanger tout la même soirée. ouais, Elle me dit, des fois, t'es dur à suivre, quoi. ouais. Parce que tu changes d'état d'esprit, c'est plus les mêmes questions que tu te poses d'un moment à l'autre. Il y en a où tu vas prendre des risques de manière inconsidérée. L'autre, tu vas vraiment tout calculer avant de faire un move. Elle me dit c'est assez particulier à suivre, mais en effet,
j'ai besoin de nourrir toutes mes personnalités. À mon avis, je suis pas très, très tout seul dans ma tête. Je pense qu'on est un peu plus, on est un peu tous plusieurs dans notre tête. Ouais, je pense, hein. C'est le cas de beaucoup de monde. Et toi, donc, comment tu vois, toi, tu perçois la vie les prochaines années à venir? Tu as dit tu as 37 ans, tu vas avoir 40 ans. Est-ce que le fait d'avoir 40 ans, ça te fait peur, par exemple? Ou bien, Non, on se rend compte clairement qu'on vieillit, quoi. comment tu réalises, toi, que tu vieillis, toi, tous les jours? Est-ce que tu le sens même parce qu'on dit que l'âge, c'est dans la tête. Non, en fait, moi, par exemple, j'étais très, très bon en sport quand j'étais jeune. Ouais, J'aurais, je pense, pu faire sportif, ouais. mais je me suis cassé tellement de trucs, des os, des trucs, des fractures, des machins. Eh ben, on me disait quand j'étais jeune, fais gaffe, tu vois, tu fais trop le fou. Tu faisais quoi comme sport? J'ai tout fait. J'ai Ouais. fait du foot, où j'étais pas le meilleur au foot, ça, je le concède. J'ai fait du karaté, j'ai fait du trampoline, j'ai fait des compétitions, Oui. j'ai fait du handball, voilà, j'ai fait de la course, j'ai fait un peu d'athlétisme, des trucs comme ça associés à ça où j'étais très bon. Mais je me suis blessé énormément. Mhm. Et donc là maintenant, ben, presque 40 ans, on m'avait prévenu. Oui, j'ai des douleurs un peu partout, donc je sens que je suis Ouais, plus vieux qu'avant. ouais, Je dois faire attention que je me redresse pas de mon lit trop vite, sinon ouais, je me cale le dos, des trucs comme ça. Donc ouais. après, ça me fait rire. J'ai beaucoup d'exemples autour de moi qu'on on peut rester jeune toute sa vie en fait, tu vois. C'est un état d'esprit, je pense, d'être jeune. Ouais. Maintenant, ben, le physique et tout ça, ouais, effectivement, ça rattrape, hein, voilà. Ben, j'ai perdu mes cheveux entre ma vingtaine et ma trentaine. Ah ouais. Il y a les poils blancs qui arrivent. Je touche du bois, mais j'ai pas d'ennui de santé, hors mes fractures qui, de temps en temps, me font un peu de mal à gauche, à droite, mais j'ai pas d'ennui de santé majeur aujourd'hui, qui a été détecté jusqu'à présent. Ouais. Je vois, moi. C'est assez particulier. Quand j'ai signé, par exemple, avec le label là, qu'on a signé, ils nous ont dit ben voilà, on vous signe pour votre premier album, on vous signe pour 5 ans. Ok. J'étais là, ok, mais je venais d'avoir 35 ans. Ouais. Je me dis, ça veut dire que je m'engage jusqu'à mes 40 ans à faire du métal comme un gamin. Tu vois, Ouais. enfin, comme un gamin, avec cet état d'esprit en mode jeunesse éternelle. Tu vois. Ça remet les pieds sur terre de se dire, ok, ben, c'est quoi, fuck yeah, ouais. Mhm. J'ai rien à foutre. Jeunesse éternelle, ouais. On verra quand je saurai plus bouger, tu vois. Ouais. Mais tant que je sais bouger, je vais le faire. Tu vois. Donc j'ai quand même toujours ces envies et je les vois. Mais après, j'ai mon futur, je le vois autour de tout ça. Je sais qu'à un moment donné, ben, peut-être que je pourrais un peu moins bouger, plus mal au dos, mal au truc. J'équilibrerai, je ferai en sorte de continuer à garder cet équilibre savant entre tout. Ouais. Maintenant, c'est difficile de se voir vieillir vieux. Ouais, je pense que j'appréhende quand même les vieilles années. Tu vois, j'ai pas d'enfant, j'ai 40 ans, j'ai choisi de mettre le focus sur mes Ouais. passions, ma carrière, le fait qu'aujourd'hui, ben, je prends de risques pour personne à part moi. En fait, globalement, je veux pas entraîner des gens dans mes. C'est aussi l'étude des risques que je te disais tout à l'heure et les impacts de ces risques. Ben, c'est tellement plus facile de vivre de manière un tout petit peu plus risquée quand t'as Mhm. pas d'enfant, quand t'as pas de machin. Et ça, c'est un choix que tu as fait dans cette optique-là ou c'est le fait Oui, c'est arrivé donc comme ça? ma compagne et moi, on a fait un choix, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, de se concentrer sur notre vie de manière un peu égoïste. Je pense qu'on est influencé aussi par notre vie, les parents, les expériences de nos parents, Oui. etc. Le monde dans lequel on vit et tout ça a une influence sur le fait de ne pas vouloir d'enfants. Mais du coup, on n'a pas d'excuse pour pas vivre notre vie à plein. On la vit pas pour quelqu'un d'autre, notre Ouais. vie. Là, on la vit que pour nous. Oui. Ça a un impact dans le long terme. On sait très bien qu'à un moment donné, on risque d'être seul. Oui. Pas d'enfants pour venir te voir, machin. Donc la vieillesse, les dernières années de ma vie me font un peu peur. Oui. Mais je devrais assumer mes choix de maintenant, par contre. C'est vraiment ça qui est compliqué, en fait. Hein. Est-ce que c'est un choix que vous avez fait dès le départ? Parce que tu dis que ça fait 15 ans que vous êtes ensemble. Est-ce que c'est un choix qui a été fait dès le départ ou bien c'est arrivé comme ça par le fait des choses? Non, on a discuté, moi tu sais, quand tu te rends compte, tu as une vingtaine d'années, tu parles pas de ça directement, puis après, bon, bah, tu commences à travailler, tu as les fameux trucs logiques dont je Oui. te parlais tout à Oui. l'heure, qui Oui. étaient, Oui. à un moment donné, j'ai fait le choix de créer ma boîte, ben, c'est venu dans ces discussions avec ma copine, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que maison, enfant, carrière plus traditionnelle,
et ensuite peut-être un jour j'investirai dans des idées, dans de l'entrepreneuriat, ou alors je fais l'inverse. Je commence par l'entrepreneuriat avant d'avoir des contraintes liées ben, il faut que je nourrisse des enfants, il faut que je paye un emprunt, etc. Mhm. Et donc on a eu cette discussion à peu près là, après 5 ans où on était ensemble, en mode ben, comment tu te vois plus tard, on veut des enfants, est-ce que tu veux des enfants? Et au début on disait pas non. On disait pas non, mais pas maintenant, il faut d'abord faire les trucs risqués d'abord. Tu vois. Mhm. Et donc on a d'abord fait les trucs risqués. Donc ma compagne est aussi associée avec moi dans la boîte, elle aussi travaille indépendante à son compte, elle avait aussi un objectif de vie et qu'elle commence à rencontrer maintenant. Je suis très content pour elle. Mhm. Mais c'est parce qu'on n'a pas de contraintes liées à de la famille, je pense. Je veux dire, dans la famille, je suis entouré par ma famille, mais j'ai pas d'enfant, quoi. Mhm. Donc j'ai pas peur de ça. Et puis quelques années plus tard, au bout de 10 ans, on s'est reposé la question. Oui, non, peut-être. Puis ben, moi de mon côté, c'était ben, je vais pas dire non, mais de là demain, si je signe avec ce truc-là, machin, je vais repartir de nouveau. Pourquoi je serai jamais là. Oui. Et je peux pas non plus dire ben, je veux un enfant, mais je serai pas là. Mhm. Enfin, c'est égoïste, Oui, oui. tu vois. Et donc, donc on a dû cette discussion et ma compagne et moi, pour l'instant, on est très alignés. On s'est dit, mais non, en fait, aujourd'hui, on n'en aura pas. On va tous les deux bientôt avoir 40 ans. On n'en aura pas. Et on est très à l'aise avec ça, mais alors, du coup, on doit vivre notre vie à fond, quoi. Est-ce que c'est le cas? Je pense que c'est le cas. Je pense que c'est le cas. On se refuse rien, on dit non à rien, on fait juste attention de gérer de nouveau les fameux risques dont je parlais tout à l'heure. Mais on dit non à rien. Donc, en concert, elle et moi, on adore les concerts. Donc, on a quand même une passion, on a des passions communes, on a beaucoup de points communs. Donc, on passe du temps à deux. On passe des soirées ensemble, on se, on se date encore, tu vois. Mhm. On se sort l'un l'autre en mode, ah, j'aimerais bien t'emmener là-bas, viens, je te fais une surprise aujourd'hui, on va manger là. On va à tel concert ce mardi prochain, let's go, on va à un concert. On se refuse rien, quoi. On se refuse rien parce qu'on n'a pas de contraintes. Et des fois, on est fatigué aussi, hein, parce qu'on n'est plus très jeune, mais j'ai l'impression, moi, de vivre ma vie à fond. Voilà, je me refuse rien, quoi. Ouais. Tu me dis, vas-y, demain, je t'invite chez moi, tu fais quoi dimanche? Je viens et on fait un podcast, tu Ouais, clairement. Ça, c'est Thibaut, hein. vois. Donc, Voilà, c'est let's go, quoi, tu vois. yes, let's go. Et c'est vrai que euh, à un certain moment de sa vie, j'ai l'impression, en tout cas, quand tu grandis, voilà, tu travailles, tu as de l'argent, maintenant, tu gagnes un peu d'argent, je dirais. Tu veux dépenser ça avec les gens que tu aimes, tu veux passer des bons moments avec les gens que tu aimes. Mais j'ai l'impression qu'avec l'âge, en tout cas, on grandit avec le fait d'avoir un peu plus de choses à donner, tu vois, aux gens autour de nous, soit à ta compagne, soit à ta famille. Il y a beaucoup de gens, bah, moi j'ai des enfants, bah, tu donnes de l'amour à tes enfants. Toi, tu as de d'excès d'amour, peut-être beaucoup de choses aussi à donner. Et ta compagne et toi, vous décidez, voilà, on va vivre ces deux choses-ci ensemble et vous avancez comme ça. Est-ce qu'autour de vous, les gens vous demandent, c'est quelque chose dont vous parlez ouvertement, je suppose, avec votre famille, Ouais, tout à avec ta fait. maman. Ta maman, elle a dit, voilà, j'aurai pas, Thibaut, il ne me donnera pas de petits-enfants. Ouais, en effet, ben, c'est une discussion qu'on a eue en famille aussi, ouais. Ouais, Maintenant, ben, de nouveau, ma mère m'a moi, ouais, et quand elle m'appelle, je suis là. ouais. Voilà, parce que je suis disponible. Je vais pas Ouais. lui dire, maman, sorry, j'ai pas le temps, le petit, le gamin, c'est bien, je rentre, j'ai pas le temps, faut que j'aille le chercher à l'école, que je le dépose au sport. Ouais, ouais, on se reverra dans une semaine. Ma mère, elle m'appelle, je suis là. Ouais. Parce que j'ai le temps. Enfin, j'ai le temps. Vu que je dis oui à tous, des fois, c'est très compliqué d'être disponible, mais je sais m'organiser avec tout ça. Donc, ma mère m'a moi, elle a mes frères. Un de mes frères a déjà une fille. Mon plus petit frère, ben, peut-être il en fera, peut-être il n'en fera pas. De nouveau, c'est à lui de décider. C'est pas traditionnel, je pense, mais on a du temps pour nos amis, en effet. Donc, Mhm. on a des amitiés beaucoup plus dédiées que je pense que les gens qui ont des enfants, qui vont en fait donner de l'amour plus à leurs enfants et les Oui. protéger, faire en sorte que tout aille bien pour eux et que leur foyer se passe bien. D'ailleurs, peut-être même des fois dans des couples, c'est compliqué d'avoir un enfant là au mieux parce que ton focus, il se met là. Là, on a le temps, je disais tout à l'heure que Daniela et moi, ma compagne et moi, on a le temps à deux Ouais. et on fait du temps à deux. On le crée, on le garde et on y tient. Et on sait que c'est important si on veut que ça dure. Ouais. Parce que notre
notre partenariat, on veut qu'il dure. Et donc, on a fait ces choix ensemble, mais c'est important que les mots ne se perdent pas de vue du coup, tu vois. On Ouais. doit vraiment, on est à fond là-dessus. On communique beaucoup et tout ça. Mais alors, on a du temps pour nos amis. Donc, on a des amitiés un peu plus fortes. On- Parce que c'est important pour nous. On sait bien que, vu qu'on n'aura pas d'enfants, ce qui va être important pour nous dans quelques années, on va perdre nos parents. La logique des choses, c'est que mes parents partent avant moi. Ouais. Euh, à un moment donné, j'aurai plus que des amis. Donc, c'est Ouais. important pour moi d'avoir des relations. Et tes amis, est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils ont des... Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des gens qui ont fait le même choix que nous. Des gens qui me disent qu'ils en veulent pas, mais je suis persuadé qu'ils en auront. Enfin, c'est le feeling, Le tu vois. feeling, Je sais ouais. que pour le moment, ils en veulent pas et je les crois. Il y en a d'autres qui en veulent pas, d'autres qui en ont déjà. Donc, et voilà, il y a des gens qui ont décidé d'aller vivre un peu plus loin, mais nous, on a le temps de nouveau. On peut, enfin, en tout cas, on se crée le temps pour ces amis-là. Ouais. Des amis qu'on chérit énormément et on se dit, ok, ben vas-y, c'est quoi, tant qu'à faire le trajet, je reste 2 jours chez vous parce que voilà, j'ai de nouveau pas ou peu de contraintes. Est-ce que c'est dans la discussion que tu as eue avec ta compagne, vous vous avez dit, OK, aujourd'hui, c'est certain qu'on n'en veut pas. 5 ans après, vous êtes redit à nouveau que vous n'en vouliez pas, c'était certain. Mais on ne sait pas ce qui va arriver peut-être dans 5 ans. Vous allez peut-être changer d'avis. Est-ce que vous êtes prémuni peut-être du risque de se dire, C'est le risque de nouveau, ouais. ouais, Je te suis à 100%. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on change d'avis? oui, Si on change d'avis qui est trop tard, je pense et on y a réfléchi. Donc, c'est de se dire, ben, il y a des enfants qui sont malheureux dans le monde, qui n'ont pas de parents, sont orphelins ou autres. oui, Et qu'un jour, on pourrait, peut-être que moi, je changerais d'avis. Un jour, je me dirais, purée, en fait, à qui je vais léguer mes connaissances, ma vie, à oui. qui je vais transmettre tout ce que j'ai appris, tu vois. Peut-être que je me prendrais un petit padawan quelque part, un Exactement. petit jeune que je prendrais sous mon aile et que je lui apprendrais l'entrepreneuriat et tout ce que j'ai appris moi. Oui. Peut-être que ça me suffira. Ça, c'est une option. L'option 2, c'est accueillir un enfant qui en a besoin, donc l'adoption. Mhm. Euh, je peux toujours aller voir ailleurs. Non, je déconne. Je déconne. Mais ça Mais reste une option. C'est une c'est option derrière. c'est sur la table, c'est sur la table. Voilà. Mais il y a aussi l'option de congeler, je pense, au congé des ovules. Ou, ça, vous avez... Non, on n'a pas fait ça. Non. Non, ça, on s'est dit, voilà, au pire, on y rendra quelqu'un qui a besoin d'amour Oui, pardon, qui a besoin d'amour d'une famille, on rendrait cette personne heureuse. oui. On est plutôt en ce point de vue-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'amour et qui n'en reçoivent pas dans leur famille ou bien Qui dans n'en le ont monde, malheureusement pas de famille, quoi. qui n'ont Ouais. malheureusement C'est pas de exact. famille. Donc, on y a pensé dans ce sens-là, ouais. Ouais. Ça reste une option. Bah écoute, on arrive bientôt vers la fin. Dis-moi, Thibaut, toi, comment tu te vois, toi, comment tu perçois ta vie dans 15 20 ans? Si tu dois te projeter dans le meilleur des mondes, tu te vois où? Alors, je me vois. Ah, où alors, je voudrais travailler un peu moins dans l'informatique, Ouais. voire plus du tout à ce moment-là. Je veux pouvoir voyager librement, être un peu plus moins, allez, je veux dire, moins dépendant de ce besoin d'argent que j'ai maintenant pour démarrer tous mes projets. Mhm. Donc, d'être confortable de ce côté-là, de diminuer mon besoin d'argent. C'est pas j'aurai tellement d'argent qu'en fait je dois plus m'inquiéter. Non, c'est diminuer mon besoin d'argent en fait, Oui. pour pouvoir vivre un peu plus simplement, d'avoir fait toutes les bonnes bases, d'avoir tout fait allez, dans 15 ans, j'aurai 55 ans, proche d'une retraite approximativement. Mhm. Et je veux pouvoir vivre simplement le plus vite possible, en fait. De rencontres, de musique, de gens, d'art, de choses simples, des amis, être encore plus focus là-dessus et dégager du temps qui aujourd'hui est pris dans la production d'argent pour vivre, Oui. donc Ouais. voilà. Mais l'entrepreneuriat aujourd'hui, que je lance, certes, il y a un volet financier dedans, mais c'est aussi derrière pour pour me construire un avenir, tu vois, en mode, ok, il y a la partie musique, il y a la partie voyage, Mhm. c'est des choses qui me font vibrer, tu vois, Oui. et je me dis, bah, ok, mais je me concentrerai là-dessus, en fait. Oui. Et que ça marche fort ou que ça marche peu, c'est des trucs qui me plairont de faire tous les jours, je le sais, tu vois. Oui. Ça, et j'aimerais bien encore à ce moment-là avoir encore ça dans ma vie, tout ce qui est musique, tout ce qui est les amis, tout ce qui est le voyage, tout ce qui est
et diminuer mes besoins financiers aujourd'hui. Ça, je Est-ce que pense. tu penses qu'il y a quelque chose aujourd'hui dans l'état du monde dans lequel on vit qui pourrait être un risque à ce que toi, tu arrives là où tu veux en venir d'ici 15-20 ans? On regarde le monde. Allez, aujourd'hui, toi, tu es indépendant, bien sûr, ça te concerne peut-être pas. Ça, j'en suis pas sûr. Il y a beaucoup de jeunes qui ont peur que le système social s'effondre ou bien que voilà qu'il n'y ait pas assez de travailleurs d'ici 15-20 ans, 30 ans, que la guerre revienne en Europe. Bien sûr, ça, c'est des hyperboles, hein, mais est-ce que toi, il y a des choses un tout petit peu qui te font peur, un tout petit peu sur l'avenir, ou pour toi, tout est beau, je pense que d'ici 20 ans, ça sera comme aujourd'hui? Alors, je souhaite qu'il n'y ait aucune catastrophe dans ce genre-là. Ça reste un risque. Je pense que si ça nous tombe dessus, on devra réagir d'une manière ou d'une autre, chacun à sa manière. Ça reste derrière des opportunités de changer, de voir les choses autrement. Donc, j'espère pas ça. Moi, le truc qui me ferait peur, c'est tomber malade, tu vois. Oui, Tomber malade ou que quelqu'un comme ma compagne tombe malade, oui. ce qui aurait un gros impact sur ma vie, qui pourrait... Voilà, après, la géopolitique, j'ai pas d'influence dessus. Mhm, J'ai pas d'influence sur le système social. Enfin, je paye mes impôts, je fais tout ce qu'il faut pour que ça aille, moi, de mon côté. mhm, Maintenant, ça n'empêchera pas le système de se casser la figure. Si ça se casse la figure, je devrais m'adapter. Comme mhm, s'il y a une guerre, je devrais m'adapter. Tant mhm. que peux m'adapter avec les gens qui m'entourent et qu'il n'y a pas de malheur sur nous qui nous tombe dessus, je veux dire, d'un point de vue santé ou que, voilà, que quelqu'un se prenne une balle dans une guerre, voilà, Oui. est hypothétique, mais qui est quand même qui n'a jamais été aussi proche que ça dernièrement, a priori, oui, non, c'est vraiment tant que je suis avec les gens avec qui j'ai construit des relations maintenant jusqu'ici, je m'inquiète pas ou peu de ça. C'est juste la partie tomber malade ou perdre quelqu'un qui m'est cher, quoi. Allez, on souhaite à Thibaut que tu restes en bonne santé, en tout cas. Merci. Merci à Thibaut, on est arrivé à la fin et merci d'être venu. Franchement, j'ai dit à Thibaut, tu passes dimanche? Il m'a dit oui, je passe et aujourd'hui, il est là Voilà. pour partager son expérience de musicien, de chef de projet en informatique et voilà. Encore merci Thibaut d'être passé et à très bientôt.